Mesdames, Messieurs, les intervenants experts, honorables invités, chers amis de la presse, certainement qu'il y en a certains, souvent ils sont très discrets, bonsoir. Je suis Sosthène Lemela, le président de la plateforme Pilux, et je vous salue premièrement. Un grand merci de vous joindre à nous, à la nouvelle table ronde consacrée à la pauvreté, l'autre visage méconnu du Luxembourg. La pauvreté est une réalité pour de nombreuses personnes dans tous les pays. Mais au Luxembourg, un pays très riche, cela est très choquant. En 2025, bon, ça n'a pas l'air de fonctionner sans les pieds. Et si vous preniez ce micro-ci? Voilà. Merci. En 2025, le Luxembourg occupe la première place mondiale parmi les pays les plus riches, selon les données du Fonds monétaire international et d'Eurostat. Et pourtant, plus de 18% de sa population est en risque de pauvreté. Risque de pauvreté n'est pas strictement équivalent à la pauvreté effective. Mais ce chiffre rend compte de la vulnérabilité d'un nombre très important des citoyennes et des citoyens. Les services parlent de plus de 110 000 habitants du Luxembourg dans cette situation. 110 000 personnes qui ont comme une épée Damoclès au-dessus de la tête, à qui le moindre pépin, une panne de voiture, une machine à laver qui ne fonctionne plus, un problème de santé, et voilà que la spirale négative les entraîne dans le cercle infernal de la pauvreté, où ils doivent demander de l'aide pour s'en sortir, quand ils peuvent s'en sortir. Dans cette spirale, ils entraînent également les membres de leur famille. Le Luxembourg est un pays de contrastes et un pays rempli de contradictions. Parmi les populations les plus exposées, les enfants de moins de 18 ans sont 24%. Un enfant sur 4 se trouve potentiellement fragilisé et en risque de manque de l'essentiel. C'est choquant. Sur le plan des actifs, les 25 à 64 ans, on retrouve 13% d'entre eux, alors que la moyenne européenne pour ce même critère est de 9%. Ce qui veut dire que sur environ 330 actifs dans le pays, nous comptons 43 000 travailleurs pauvres. C'est également choquant. Enfin, je ne tiens pas à vous égarer dans les statistiques sur le risque de pauvreté au Luxembourg, mais à insister sur le fait que développer une politique de lutte contre la pauvreté est non seulement une obligation au Luxembourg, mais aussi une urgence et un devoir. Un devoir rendu d'autant plus nécessaire que nous en avons les moyens. Le choix politique de mettre en œuvre un plan national de prévention de la pauvreté est une bonne chose. Pourtant, nombre de situations posent des questions. Nous allons donc essayer de voir beaucoup plus clair cette question, très souvent occultée ce soir. Nous devons rester modestes. Nous n'arriverons pas en une soirée à faire le tour des questions liées à la pauvreté. Parlons-en, ouvrons un débat sans langue de bois, un débat instructif et inclusif, mais je tiens à remercier l'œuvre Grand-Duchesse Charlotte pour les subsides qui nous permettent de pouvoir avancer dans ce que nous sommes en train de faire.
Je tiens également à remercier la Chambre des salariés et l'OGBEL, le département des immigrés, pour leur soutien. Merci à sa présidente Nora Bach, nous pouvons compter sur vous. Une brochure de Pulux est disponible, elle est devant, à l'entrée, je vous la recommande à la sortie de la conférence. Nos tables rondes sont enregistrées et vous pouvez les regarder et télécharger sur YouTube. Sans plus attendre, je vais donner le micro à Paul Delaunoy qui animera les débats et assurera la modération. Merci pour votre attention et je vous souhaite une très bonne conférence et vive le Pulux. Merci beaucoup Sosten pour ces mots d'introduction. Et donc sans plus attendre, je vais vous présenter les différents participants à cette table ronde de ce soir. Alors à ma gauche, tout à gauche, ça veut dire à votre droite, donc n'y voyez pas forcément un message politique. Parce que tout à l'heure, quand j'irai à ma droite, là, voyez-en un message politique par contre. José Luis Correa, qui est un écrivain, journaliste et syndicaliste luxembourgeois. Il est d'origine portugaise, comme son nom l'indique. Il est surtout connu pour son double engagement dans le domaine culturel et social. Sur le plan syndical, il occupe la fonction de secrétaire central du département des immigrés à l'OGBL. Et il défend les droits des communautés étrangères et des travailleurs immigrés au Luxembourg. José Luis, merci beaucoup de nous avoir rejoints. À côté de lui, je ne vais pas refaire le petit jeu que j'ai fait, ce serait lassant. Nous avons M. Jean-Baptiste Nivet. Jean-Baptiste Nivet est économiste senior à la Fondation IDEA. C'est le think tank socio-économique de la Chambre de commerce au Luxembourg. Il est installé au Luxembourg depuis plusieurs années et contribue régulièrement aux travaux d'analyse économique du pays, notamment en matière de politique sociale, d'emploi et du système des pensions. Il a fait quelques publications assez remarquées dans ce domaine ces derniers temps, qui est aussi un sujet d'actualité. Au sein d'IDEA, il rédige et co-signe de nombreux documents de travail et tribunes, parmi lesquels les études de référence sur les inégalités sociales. Monsieur Nivet, Jean-Baptiste, merci beaucoup pour votre présence. Juste à côté de moi, j'ai le grand plaisir d'être assisté dans cette soirée par Madame Ginette Jonas, qui est la présidente de l'entente des offices sociaux. C'est la structure qui regroupe les offices sociaux communaux et intercommunaux du pays et qui œuvre dans la cohésion sociale et l'accompagnement des personnes en difficulté. Elle est aussi vice-présidente de la Fondation Solina, une structure regroupant plusieurs associations luxembourgeoises comme Arbechtolhof, Jongeneem et Solidarité Jeune, qui sont toutes actives dans l'éducation, la réinsertion et le soutien psychothérapeutique des jeunes. Ginette, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Alors c'est toujours un immense plaisir d'avoir Alexandra Oxasley avec moi parce qu'on se connaît depuis longtemps au Luxembourg. On a fait des parcours parfois communs, parfois divergents, mais globalement Alexandra est la directrice générale de l'association Sturm vom der Straße. C'est une ONG de premier plan dédiée à l'accueil et au soutien et à la réinsertion des personnes sans abri et socialement défavorisées. La STUM comprend 9 implantations à travers le pays et gère 3 restaurants sociaux qui distribuent plus de 200 000 repas par an. L'ONG gère également des ateliers de réinsertion socio-professionnelle et des services élargis depuis 2001, dont Kanustum, qui aide familles et enfants en situation difficile. Alexandra, merci beaucoup pour le temps que tu vas nous dédier. Enfin, à ma droite, et forcément à droite, Monsieur Paul Gallos, qui est député depuis 2018. Il est membre du Parti populaire chrétien social de CSVO et est le porte-parole de la fraction parlementaire sur les questions de pauvreté. J'espère que je ne me trompe pas sur ces aspects-là.
Merci beaucoup en tout cas de nous apporter votre éclairage de responsable politique dans les partis de la majorité pour ce soir. Avant de lancer tout ce débat, je vais remettre quelques points d'introduction qui vont compléter et complémenter ce que Sostène a présenté. Il faut savoir qu'au Luxembourg, sur 30 ans, le risque de pauvreté n'a fait qu'augmenter. Il est globalement passé de 12%, qui est un très très bon résultat dans les pays. Il faut savoir qu'il y a toujours un socle pratiquement impossible à éradiquer dans le risque de pauvreté des pays. La Finlande, qui est le meilleur pays dans le domaine, se situe entre 10 et 11% de risque de pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes à 18%. 18%, c'est très mauvais. Nous sommes nettement au-dessus de la moyenne européenne, ce qui ne se justifie pas par notre situation socio-économique. Et probablement tout à l'heure, Paul Gallus pourra en dire quelques mots, mais les politiques n'ont pas été à la hauteur pour éradiquer ce problème. Quand on parle de risque de pauvreté, de quoi parle-t-on? On parle en fait des personnes qui ont un revenu 60% inférieur au revenu médian. Chez nous au Luxembourg, le revenu médian est de 4 900 €. Je ne fais pas les virgules, etc., mais 4 900 €, c'est le revenu médian par personne dans un ménage. Une personne seule, 4 900, deux personnes dans le ménage, vous multipliez par 2, etc. S'il y a 4 enfants, vous multipliez par 6. 60% de ces 4 900 €, c'est 2 500 € par personne. Quand on sait que le salaire social minimum est à 2 900 aujourd'hui, il suffit qu'on soit deux avec un seul salaire social minimum et on est en risque de pauvreté, qui est un risque réel. 18% de la population résidente au Luxembourg, et je ne vais pas inclure les frontaliers dans tout ce débat, c'est 120 000 personnes. Grosso modo. 120 000 personnes qui sont en risque de pauvreté, c'est énorme. Il faut voir que derrière ça, ce n'est pas une statistique de 18%, c'est 120 000 personnes, des femmes, des enfants, des travailleurs, des gens qui sont dans toutes sortes de situations, et principalement les enfants qui sont dans cette situation. 24% des enfants sont répertoriés au Luxembourg en risque de pauvreté. Je ne comprends pas quand on est le pays le plus riche, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais ça je ne le comprends pas, quand on est le pays le plus riche. Avoir un quart de ses enfants en risque de pauvreté, ça me semble assez hallucinant. Bon, je ne vais pas, comme Sostène le disait, vous noyer dans mes choses, mais on part de ce principe et de ce constat, qui n'est pas mon constat, qui est le constat des services, et puis l'ensemble des différents intervenants le confirmeront au cours de la soirée. Mais ce que nous allons essayer de faire ce soir, c'est de travailler de réfléchir en tout cas avec mes intervenants qui sont là ce soir, sur quatre domaines. On va essayer de comprendre la pauvreté au Luxembourg. Essayez, je dis bien de comprendre, parce qu'on pourrait y passer des jours et des jours, et pas sûr qu'on y arriverait, mais on va essayer de comprendre, on va aborder en tout cas ce débat-là. On va ensuite discuter de l'obstacle du non-recours aux aides. C'est un sujet extrêmement important. Ça veut dire en fait toutes les personnes qui auraient droit à une aide sociale et qui pour diverses raisons ne la demandent pas ou font en sorte qu'ils ne la reçoivent pas. Et ce qui est l'outil principal de lutte contre le risque de pauvreté est mal utilisé et mal employé au Luxembourg. Nous passerons dans un troisième sujet au niveau des politiques publiques et de la coordination des différentes institutions qui sont en charge de lutter contre la pauvreté. Et enfin, on tâchera, les intervenants en tout cas, tâcheront de donner une certaine vision politique et leurs priorités pour 2030, qui est pratiquement demain. Ça, c'est le schéma. Donc moi, je me tourne vers mes cinq invités et je vais leur demander, bien sûr, d'être relativement complets, en étant bref, synthétique et sympa et pédagogique pour que tout le monde comprenne. Ce qui est, bien sûr, ce qui se passe dans toutes les tables rondes du monde et chacun le sait, donc c'est évidemment là qu'on va arriver. On va essayer donc de commencer
en tâchant de comprendre la pauvreté, donc quels sont les profils, les enfants, les familles monoparentales, les travailleurs pauvres. Donc en guise d'introduction, il me semble important de resituer et de comprendre qui sont ces personnes, ces 120 000 personnes, ici au Luxembourg. Et donc je vais demander à Alexandra, dans le quotidien de l'HTM, quels sont les profils, quelles sont les populations qui sont aujourd'hui exposées à la pauvreté et qui sont ces personnes les plus vulnérables. Bonsoir, merci pour la question. Donc, les personnes qu'on accueille, chaque jour dans nos 3 restaurants sociaux, ils ont des profils tout à fait différents. On a 80% d'hommes. On a des réfugiés, des sans-papiers, des personnes qui sortent de prison, des jeunes en difficulté, des chômeurs de longue durée, des demandeurs d'emploi, des personnes qui touchent des pensions d'invalidité, des personnes isolées, des personnes seules, des travailleurs pauvres. Et on n'a plus beaucoup de sans-abri, alors qu'on a été créé pour les sans-abri. Mais les sans-abri, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce n'est qu'une facette de la pauvreté. C'est celle qui fait le plus peur. C'est celle qu'on voit. Mais il y a de la pauvreté cachée, très très cachée. Et nous, on la vit tous les jours. Il y a des gens qui habitent ici, dans cette rue de Strasbourg, et puis toutes les rues perpendiculaires aux rues ici. Il y a dans des villes de Differdange, Grevenmacher, au-dessus des restaurants chinois, il y a des vendeurs de sommeil. Et tout ce que je disais il y a 27 ans quand j'ai commencé à travailler, je continue à le dire. Je le dis, mais maintenant la différence c'est qu'on la voit, cette pauvreté. Alors qu'avant le Covid, avant je sais pas quoi, je sais pas trop quand avant, mais avant il n'y a pas très longtemps, on les voyait pas autant et ils nous dérangeaient pas et c'était pas thématisé. Mais là, comme on n'arrive plus à les cacher, tout d'un coup ça devient un sujet. Heureusement, enfin, ça devient un sujet et moi j'espère qu'on va bientôt arrêter de parler et qu'on va agir parce qu'on parle et on n'a plus le temps de parler. Alors j'ai pas envie d'être alarmiste et défaitiste mais bon, il y a des gilets jaunes en France, on est au Luxembourg, on n'est pas très loin, je sais pas, mais il faut vraiment qu'on agisse. Avant je te garde encore la parole une seconde parce que j'aimerais savoir, qu'il y a 27 ans quand tu as commencé, et aujourd'hui, c'est bien sûr les mêmes problématiques, elles sont beaucoup plus visibles. Dans les statistiques, il y en avait 10-12% il y a 27 ans, on en a 18% aujourd'hui. Est-ce que ces statistiques se reflètent aussi dans les demandeurs, dans les gens qui viennent à l'HTM? Est-ce que tu le vois quantitativement, le nom? Malheureusement, oui. Et tout le monde peut le voir. Il suffit de passer cette rue de la Fonderie à partir de 11h, 10h30, 11h, et vous avez les gens qui font la file. On n'arrive plus. On n'arrive plus à brasser. On est devenu une industrie. On n'arrive plus à les cacher. On n'arrive plus à les accueillir comme il faut, dignement. Par rapport au personnel qu'on a, par rapport au nombre de personnes qui viennent. Alors, est-ce que c'est pas parce qu'on n'est pas cher, c'est pas parce qu'on cuisine bien, parce qu'on a toujours fait ça a toujours été comme ça. Mais là, ça explose, ils viennent de partout. Et tous les jours, il y a des nouveaux. Tous les jours, on sert 800 repas à Ettelbruck, Ulrich et Esch. À Luxembourg, on est à 400. Ettelbruck, on est à 150. On est beaucoup trop petit alors qu'on a de la place pour 20 personnes. Et ce qui n'est pas normal, c'est que nos structures, elles fonctionnent 8 heures par jour. La journée, elle a 24 heures. Et le reste de la journée, 24 moins 8, ça fait quoi? 16. Pendant 16 heures, il n'y a rien qui se passe. Alors, on a peut-être tout ce qu'il faut, mais peut-être qu'on n'utilise pas comme il faut. Peut-être qu'on n'est pas efficace. Non, pas peut-être. On n'est pas efficace. On n'est pas efficace du tout dans ce qu'on fait. On réfléchit, on fait des études, on demande des choses. Ça met 10 ans avant de les mettre en place, et une fois que c'est en place, c'est trop petit. C'est pas comme ça qu'on doit travailler. C'est plus comme ça qu'on doit travailler.
On est dans l'urgence. Il suffit de venir me voir, venez boire un café, et puis j'aurais plus besoin de parler. Et tous les gens qui essayent de nous soutenir et qui essayent de comprendre, quand ils viennent, ils ont compris. Merci pour cette réalité, ce témoignage. On a évoqué cette difficulté qu'on imagine facilement, mais depuis peu, la notion de travailleur pauvre devient en fait aussi une terrible réalité. Je vais m'adresser à José Luis en tant que syndicaliste sur cette notion. Elle n'est pas suffisamment présente au Luxembourg et pourtant 13% des salariés, des travailleurs, c'est énorme pour aujourd'hui. Qu'en est-il réellement? C'est énorme, et c'est même plus que 13, c'est presque 14%. Et je partage l'avis de Mme Oxasley, qui dit qu'on en parle depuis 10 ans, 20 ans, et finalement rien ne bouge. Et j'ai l'impression qu'on parle du même dossier comme le logement. On sait quel est le problème, on a fait toutes les études qu'il faut, mais on n'agit pas. Et on dit, oui, mais bon, comment agir? C'est comme si c'était une fatalité qu'on n'arrive pas à résoudre. Et pour la pauvreté, c'est exactement pareil. J'entends exactement les mêmes discours, alors qu'on sait pourquoi les gens sont pauvres. Et c'est d'ailleurs lié au logement, c'est pour ça que j'en parle. Parce que 2 tiers à 50% des revenus d'une famille vont dans le logement. Donc ça, c'est déjà un des problèmes. Une des raisons que les gens sont pauvres. Après, je sais que le plan national de pauvreté va être présenté, ou a été présenté, ou va l'être, mais on sait déjà que dans le contenu, il n'y a rien, par exemple, sur le salaire minimum. C'est quand même incroyable. On parle de combattre la pauvreté et il n'y a rien sur le salaire minimum. Alors on a un salaire minimum, comme tu l'as dit, qui tourne autour entre 2500 et 2900 euros, selon salaire qualifié ou non qualifié. Mais selon la Commission européenne, si on devait vraiment l'actualiser pour qu'il soit du niveau de vie à Luxembourg, c'est pas 1% ou 2%, comme il a été augmenté il y a quelques temps, c'est 30%. Vous vous rendez compte? 30%. Vérifiez. Ne me croyez pas, allez vérifier ce que la Commission européenne dit là-dessus. Donc, et là, on parle de choses et on ne sait pas quoi faire. On sait très bien quoi faire. C'est d'abord le logement et après les conditions dans lesquelles on accueille les gens à Luxembourg. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Les chiffres de la pauvreté ont même diminué entre 2023 et 2024. Et ça veut dire quoi? Moi, je sais exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que le Luxembourg est en train d'exporter la pauvreté parce que ces gens-là sont allés habiter de l'autre côté de la frontière. Et ça, c'est une honte que le Luxembourg, le pays le plus riche du monde per capita, soit en train d'exporter sa pauvreté. C'est une honte. J'ai des solutions, mais je ne peux pas parler après. Merci. Merci beaucoup, José Luis, pour cette double introduction qui fait suite à ce que Alexandre vient de dire. Avant de passer aux obstacles suivants, est-ce que l'un d'entre vous trois qui n'ont pas encore pris la parole aurait un élément à compléter? Restez factuel et court. Après, ok. J'aurais quand même envie de réagir par rapport au salaire social minimum pour illustrer peut-être aussi, pour donner un exemple très concret et très parlant. Je suis membre ici du comité du conseil d'administration de l'Office social de la ville de Luxembourg, qui également a son bureau ici à la rue de Strasbourg. Et alors, normalement, les assistantes sociales font les enquêtes, font les entretiens, prennent les décisions. Et certaines situations, elles les amènent quand même au conseil d'administration pour qu'on soit au courant des réalités et qu'on voit ce qui se passe. Alors hier, dans notre réunion du conseil d'administration, on a eu une situation d'une famille de parents quand même encore assez jeunes, avec 4 enfants. Ils travaillent tous les deux au salaire social minimum. Ils ont les allocations familiales pour les 4 enfants. Ils ont la chance d'habiter un logement qui ne coûte pas les yeux de la tête. Et ils doivent, comme ils travaillent, avoir une solution de garde pour les enfants.
Alors, faute de trouver de la place dans une crèche de la ville de Luxembourg, et ce n'est pas seulement le cas de la ville de Luxembourg, c'est en général, faute de trouver une crèche communale, ils ont dû opter pour une crèche privée qui coûte plus. Alors on a dû dire, on va vous payer la crèche privée pour que les gens puissent continuer à aller travailler. Et alors l'assistante sociale nous a fait le calcul, elle dit, j'aurais également pu proposer à un des deux parents d'arrêter de travailler et de prendre le révis, parce que, en arrêtant de travailler, ils auraient eu 500 € de plus. Vous imaginez la situation? Vous avez deux personnes qui disent « je veux aller travailler, je veux éduquer mon enfant, mes 4 enfants en autonomie, mais c'est les frais qui m'écrasent ». Et alors évidemment, nous on travaille pour l'autonomie de la personne. Et l'aide sociale, ça peut être une aide, mais ce n'est pas l'autonomie de la personne. Le salaire propre, c'est l'autonomie, parce que ça vise aussi après une pension quand les gens seront vieux. Mais je veux dire, la situation, elle est quand même un peu bizarre. En fait, nous, on doit orienter et informer les gens, mais les gens ont dit non, non, on veut garder notre travail, on ne veut pas l'aide sociale. Chapeau pour ces parents qui ont 4 enfants, qui se lèvent tous les jours pour aller travailler. En plus, la maman, elle a des horaires décalés. Je dois vous dire, j'ai énormément de respect pour cette décision. Merci beaucoup, Ginette, pour cet exemple parlant et aussi encourageant sur la volonté des gens à rester autonomes. Avant de revenir vers toi, Ginette, on va demander à Jean-Baptiste Nivet, dans le sujet de l'obstacle au non-recours, pourquoi près de 40% des bénéficiaires potentiels ne recourent pas à l'allocation vie chère. Pratiquement une personne sur 2 qui aurait droit ne la touche pas. Et plus loin, dans l'article que vous avez écrit il n'y a pas si longtemps, vous citez 80% des personnes qui auraient droit à la subvention de loyer n'y ont pas droit. Donnez-nous une explication sur tout ça. avoir écrit ça, mais j'ai quelques informations sur ces éléments. Premièrement, ce qui est important par rapport à la question du non-recours, c'est que c'est devenu une priorité du gouvernement. Et là, pour le coup, ça fait 2-3 ans qu'ils en parlent beaucoup. Ça, a priori, ça ferait partie du plan national pauvreté de manière assez importante. Et en fait, il y a un décalage entre le fait qu'il y a eu 2 études qui ont été commandées, une par la Chambre des salariés au l'Isère et une qui avait été faite par l'Observatoire des politiques sociales, qui mettait en avant notamment le fait que tout un tas de raisons pour lesquelles les personnes ne recourent pas à ces aides, souvent pour des difficultés administratives, question d'accessibilité au niveau des langues, parfois une sensation de discrimination, de ne pas vouloir dépendre des aides, parfois seulement juste la non-connaissance. Il y a des cas, il faut quand même voir que le Luxembourg est un pays qui est parfois de transition, il y a une forte immigration qui arrive mais aussi qui part, et que parfois les gens sont au courant qu'il y a une subvention de loyer le mois avant qu'ils s'en vont, donc s'ils sont venus un an. Mais alors, en tout cas, au niveau des statisticiens du Statec, puisqu'évidemment les ministères leur ont posé la question de savoir quel serait l'impact s'il y avait plus ce non-recours, et de manière très surprenante, l'impact est très faible. À la fois sur la diminution du taux de pauvreté qui passerait de 18,1% à 17,5%, donc le non-recours à lui seul ne va pas changer la réalité des inégalités et de la pauvreté au Luxembourg. Et aussi même en termes d'hausse du revenu médian, globalement, il ne voyait pas une énorme augmentation. Sur le point aussi, par rapport positif par rapport à cette question, c'est que les chiffres ont notablement baissé entre 2023 et 2024, peut-être sous l'effet de la volonté du gouvernement. Donc, en tout cas, ce qui ressort de manière positive, c'est qu'il y aurait sûrement une amélioration dans ce domaine. Ce qui ressort de manière beaucoup moins optimiste, c'est que de toute façon, ce ne sera pas la seule politique sociale ou les seules mesures qu'il faudra prendre pour faire reculer la pauvreté dans ce pays, puisque l'impact qui a été évalué par les statisticiens auxquels on peut a priori faire confiance sera relativement limité. Bon, limité à 1%, c'est important, mais bon. Ginette, je reviens vers toi. Sur cette situation, comment les travailleuses et les travailleurs sociaux perçoivent-ils cette précarité dans leur pratique quotidienne?
difficultés d'accès au logement, les problèmes de santé mentale, l'isolement, etc., etc. Comment tout cela se reflète-t-il au quotidien pour l'ensemble de ces gens qui apportent cette aide, et aussi, comment se fait-il que ce décalage entre ce à quoi ils auraient droit et ce à quoi ils bénéficient effectivement ne fonctionne pas, même si les statistiques nous disent que ça n'a pas d'impact, ce que je doute. C'est très complexe parce que, et ça c'est des problèmes, une partie du problème, c'est qu'on a énormément de choses et que c'est très compartimenté. Les administrations fonctionnent encore d'une manière très compartimentée et très en silo. Et ça doit s'arrêter. En tant qu'entente des offices sociaux, on avait plaidé avec le gouvernement pour avoir ce dossier social partagé où on disait les gens ont une matricule. Donnez-leur sur le guichet .lu, donnez-leur un point d'attache pour faire toutes leurs demandes. Et les administrations qui voient, Ginette, elle a fait une demande pour la subvention loyer l'année dernière. L'administration peut voir avec la sécurité sociale que mon salaire est toujours le même. Donc, elle peut déjà calculer elle-même si j'ai droit à la subvention loyer et me la payer. Le test a été fait avec l'allocation de vie chère au Front National et ça a marché. Donc, on a une pratique qui nous démontre que ça peut marcher et nous, on dit faites continuer avec ça. La subvention de loyer, c'est autre chose. La subvention de loyer, c'est vrai que les gens ne le demandent pas parce que c'est énormément compliqué. Et même si maintenant on va le faire, même si ça fera partie du dossier social partagé, je vous jure, les gens sont tellement fatigués d'avoir fait pendant maintenant 10, 15 ans des demandes pour un logement et ils savent pertinemment qu'il n'y a pas de logement. Il y a des gens qui nous disent non, je ne veux plus que vous fassiez de demandes parce que je sais que ça ne rime à rien. Ça, c'est une réalité de la subvention de loyer. Deuxième chose, si les gens, ça dépend aussi d'où ils habitent, ils n'osent parfois pas aussi faire des demandes pour des raisons très délicates, disons. Donc c'est un problème très crucial qu'il faut vraiment résoudre en facilitant les processus. Et puis je dis après, c'est le travail des assistants sociaux d'établir sur une base de confiance, de réencourager les gens à faire des démarches. Parce que je vous dis, les gens sont fatigués. Si vous avez 2 000 € par mois, que vous devez diviser par 30 jours du mois, que vous avez 2 enfants qui ont besoin maintenant 16 ans de chaussures, vous allez travailler, le bus vous l'avez raté parce qu'il fallait encore amener l'enfant à l'école. Les gens arrivent chez nous parfois très très fatigués. Et le travail de nos assistantes sociales ou des assistants sociaux, c'est vraiment de les prendre où ils sont avec leur fatigue. Ça, c'est une réalité qu'on constate. Mais on ne peut pas faire tout pour eux-mêmes parce qu'il faut les encourager à continuer. Hein? Et puis, on a d'autres où je dis, il y a de la violence aussi, il y a de l'agression qui parfois se tourne contre notre personnel. Nous comprenons les gens, mais nous ne pouvons pas dire oui, battez, encore là, un peu, et pas encore là. Mais je veux dire, il y a les deux. Il y a la fatigue, il y a une certaine désillusion, et il y a aussi parfois de la violence. Et ça, ce sont des réalités qu'il faut vraiment voir. Hein. Donc, le non-recours, je dis, on a les moyens techniques pour le diminuer. On peut le faire. Si cela a un effet, on verra. Mais à part ça, il faut débureaucratiser notre état social. Moi, quand j'ai commencé à travailler comme assistante sociale, il y avait trois formulaires à remplir et c'était fait. Et tu prenais le téléphone, tu téléphonais à quelqu'un à l'administration, tu disais il y a monsieur X qui demande ça et ça. Aujourd'hui, si vous téléphonez à l'ADEME, on ne vous répond pas. J'ai des assistantes sociales qui nous ont dit, ils nous demandaient copie de notre certificat pour être sûr que c'était vraiment une assistante sociale qui téléphonait pour donner les renseignements sur des gens qui étaient devant vous pour demander une avance sur les indemnités de chômage. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer, hein? On bureaucratise et ça, il faut arrêter de faire ça, sinon les gens sont encore plus fatigués et plus violents. Et après, je parlerai des enfants plus tard. Merci
Merci pour tout ça, Ginette. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter ou compléter. J'avais oublié un argument qui était important tout à l'heure, c'est que régler le problème de non-recours, c'est essentiel pour pouvoir mieux calibrer les politiques publiques. Parce que si on a des politiques publiques et que les gens s'en emparent pas, on peut les augmenter de 5%, il ne se passera rien. Donc c'est très important de régler ce problème pour pouvoir recalibrer les politiques publiques dans le temps et les réorienter. Très bien. Vous avez... Attends. On va suivre un certain ordre. Hein, et premier demandeur, premier servi. Donc il y aura Paul Gallès, Alexandra, et puis toi. Merci beaucoup. En fait, tu m'as mis à la droite de la table, mais les participants me voient à gauche. Et je me considère comme un penseur de gauche dans un parti un peu plus conservateur que la gauche. Voilà, donc d'abord, merci pour la thématique. Donc, ce que je voulais ajouter au niveau de cette question, donc cette question très précise, c'est que je vois mon expérience, parce qu'on a presque tous fait connaissance avant que je sois entré en politique, c'était lorsque j'ai travaillé pour Caritas sur la thématique de la pauvreté. Et ce que je vois, c'est très souvent la honte, comme Ginette a dit, donc la honte qui empêche quelqu'un de venir demander de l'aide. Dans la ville de Luxembourg, un ami, c'est ça la parole, oui, le charme. Oui, oh, c'est pas toi, mais c'est quelquefois, il y a des gens qui ont honte de venir, oui, la fatigue, la honte de venir demander une aide. Et donc, en ville de Luxembourg, en tout cas, on a mis ensemble l'office social et le service logement. Donc, en tout cas, au début, c'était notre plan de les mettre dans un seul bâtiment afin qu'il n'y ait pas cette stigmatisation de celui ou de celle qui entre dans le bâtiment. Voilà, c'était une réflexion au début lorsqu'on a créé donc, le bâtiment ici, dans la rue de Strasbourg. Une deuxième raison additionnelle, c'est une raison que je vois, c'est ce que j'appelle une pauvreté humaine, une pauvreté culturelle. Quelquefois, les formulaires et tout ça, c'est trop compliqué pour les gens. Et c'est pas un jugement du tout, hein, mais c'est une certaine pauvreté aussi dans leur manière de faire, un manque de savoir-faire, ce qui est tout à fait normal et légitime. Donc c'est une pauvreté culturelle. Et ce que je sais, donc on va, si j'ai bien compris, Paul, on va parler dans la prochaine question du plan. Mais déjà, ici, donc, on a le gouvernement, je ne vais pas faire là. Mais non, pour répondre à cette question, il y a cette idée du guichet social unique, et il y a 20 000 ménages qui ont déjà reçu des formulaires pré-remplis. Il y a 11 000 ménages qui ont reçu l'AVC, donc l'allocation de vie chère, et d'autres primes automatiquement. Donc il y a un automatisme qui fonctionne. C'est ce que Ginette disait, hein, si on veut, on peut parce que ça fonctionne. Alexandra. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle toujours de vous devez faire ceci, vous devez faire cela pour avoir droit à une aide. Alors que le travail, le logement, ce sont des droits tout court. Des droits qu'on devrait avoir. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire toutes ces démarches? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'une personne qui est fragile, de par sa santé, de par son background culturel, social, de par son éducation, pourquoi est-ce qu'on doit encore mettre des barrières en plus pour charger la mule alors qu'on est supposé les aider? C'est comme si on disait à un malade: faites tout pour guérir, et puis on le laisse tout seul, et puis démerdez-vous. Et alors, pour illustrer ce que je vous dis, pourquoi est-ce qu'on est tellement rapide à enlever les allocations de chômage? Pourquoi on est tellement rapide à enlever le révis? Plus d'adresse, vous ne payez pas votre loyer, paf, on vous enlève le révis. Vous allez dormir chez votre copine, vous partez en vacances, vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être pauvre. Merde, oh ça m'énerve. Non, là je me calme. Donc on enlève tout ça. Et quand on enlève, après rebelote, on doit refaire toutes les démarches. Et après on s'étonne que les gens y fassent plus, ou qu'ils n'aillent plus dans les institutions, ou qu'ils n'aillent plus voir les assistantes sociales, ou qu'ils n'aient plus confiance. Alors le guichet unique, c'est bien pour certaines personnes, c'est sûrement bien.
Mais nous, les personnes qu'on voit, guichet unique, ordinateur, ils n'ont même pas d'ordinateur. Alors il y a les assistantes sociales, faut qu'elles justifient de leur salaire. Avec les années, je deviens sarcastique, c'est pas bien. C'est pas bien. Je te laisse la responsabilité de tes proches. José Louis, si tu voulais ajouter des éléments. Non, je voulais juste donner un exemple. Un, deux. Donc le problème c'est entre le micro et la chaise. Non, je voulais juste donner un exemple de ce qui pourrait être plus simple et ça ne l'est pas. Donc on parlait des aides, et c'est bien que ça existe, mais je sais que beaucoup de gens n'ont pas accès parce que simplement ils n'ont pas l'information. Quand ils ont l'information, ils ne maîtrisent pas la langue. Donc oui, il y a beaucoup de manières de rendre accessible aux gens qui ont vraiment besoin ces aides. Après, bon, moi je viens du monde syndical, donc bien sûr que je défends que les aides c'est bien, mais dans le monde du travail, on ne veut pas dans le monde. On veut simplement ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est un salaire digne. Un salaire digne, c'est un salaire qui nous fait vivre, qui nous laisse vivre dans la dignité, pas dans les logements insalubres. Mais bon, là, je m'éloigne encore une fois vers le logement. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est que, par exemple, le GBL a proposé au gouvernement luxembourgeois, avec le gouvernement portugais, de faire un partenariat, ce qui a été fait en 2017, pour, dans ce cas-ci, faire des formations en langue portugaise pour les chômeurs portugais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, et ils sont encore, un tiers ou un peu plus des chômeurs à l'ADEME. Alors le partenariat a été fait, l'accord a été fait entre les deux États, et ça n'a jamais été lancé. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un tiers de chômeurs qui sont dans une catégorie assez spécifique, on essaie de trouver des solutions, les pays sont d'accord et ils font un accord, et finalement rien ne bouge. Et donc c'est juste un autre exemple de... On sait ce qu'il faut faire, mais après, on n'actionne pas les choses. Merci à tous les cinq pour avoir retracé un panorama de cette situation sur les aides. Et surtout sur le non-accès aux aides et le non-recours. On va maintenant passer au grand thème des politiques publiques et des coordinations institutionnelles. Alors, la grande actualité, ou qui sera bientôt d'actualité, parce que depuis le début de l'année, depuis l'année dernière, on nous annonce qu'il y aura très bientôt un plan national de prévention de la pauvreté. Dans son discours sur l'état de la nation en juin dernier, Luc Frieden, Premier ministre, déclarait « Les personnes en situation de précarité n'ont pas besoin d'un document. Elles ont besoin d'un soutien réel et concret. » C'est précisément ce qu'on vient d'expliquer, mais là on n'y est pas trop. Donc, Paul Gallès. Le Luxembourg est en train d'élaborer ce plan national de prévention de la pauvreté. C'est un des engagements majeurs du gouvernement pour la période 23-28, avec des mesures comme le soutien au logement et l'amélioration des aides sociales. Ce plan vise à réduire le nombre de personnes à risque de pauvreté et d'exclusion d'environ 20 000. 20 000 personnes en moins, c'est votre objectif. Moi, maintenant, j'aimerais bien savoir, vous allez être un des promoteurs de ce plan, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Vous n'êtes pas le rapporteur, mais vous êtes un des promoteurs de ce plan. Donc, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Et est-ce que, surtout, après je viendrai chez José Louis en sachant que la Chambre des salariés a été très critique, mais pas que. Et donc, commençons par les bonnes nouvelles, disons. C'est vrai, je ne suis pas rapporteur du plan et donc José Louis, par exemple, il a déjà eu plus d'informations que moi, donc je ne savais pas les infos que tu as partagées, mais j'ai vu le ministre et donc le ministre m'a dit que son plan est de présenter ce plan national, la stratégie nationale au mois de décembre, donc avant la fin de l'année, c'est dans les alentours du budget alors qui sera voté à la Chambre des députés. C'est vrai, on l'a attendu moi aussi, donc c'est pour cela que j'avais interpellé, lui demander est-ce qu'on peut un peu échanger, où est-ce que vous en êtes.
En 2020, juste 2 semaines avant le Covid, j'avais eu l'honneur de présenter à la Chambre des députés j'avais fait une interpellation sur le risque de pauvreté, je ne sais pas si tu te souviens, Paul, mais c'était... là, j'avais présenté une stratégie dont moi je croyais qu'elle tenait la route. Et parce que c'est très important, je crois, de bien comprendre la difficulté, les problèmes qu'on a déjà un peu énoncés, mais aussi les moyens par lesquels on peut donc aider. Donc la pauvreté, si on parle de la pauvreté financière et économique, donc de laquelle on parle majoritairement, mais il y a aussi cette autre pauvreté humaine et culturelle, ou de santé, et ainsi de suite. Mais la pauvreté, c'est défini par une différence entre ce dont j'ai besoin et ce que j'ai pour me l'acheter. Et donc d'un côté, il faut voir qu'est-ce qui coûte. Et c'est vrai, Joselu, c'est clair, c'est le logement au Luxembourg, c'est le logement, c'est donc, cette stratégie, dont je ne connais pas encore le contenu, elle doit inclure, selon moi, d'une manière prioritaire, la question du logement. Donc, ce gouvernement a déjà fait plusieurs choses pour le logement, mais vous savez un peu disons la prise de position de principe, c'est... oui, voilà. Et donc, du côté de ce qui coûte, c'est surtout le logement. Et du côté de ce qu'on peut avoir pour s'acheter ou se procurer ce dont on a besoin, selon moi, il y avait 3 moyens majeurs. C'était le salaire, donc on vient aussi d'en parler. Il faut quand même dire que le salaire minimum au Luxembourg a été exonéré des impôts. Donc ça, c'est déjà une mesure. On peut dire, oui, c'est pas ce qui va changer le monde, mais quand même déjà ça. Je ne sais pas si maintenant dans la stratégie, il y aura quelque chose qui va donc revenir sur le salaire minimum, mais dans la Chambre des députés, régulièrement, c'est devenu un automatisme, donc on l'adopte. Le salaire. Deuxième moyen, c'est les impôts. Et donc, au niveau des impôts, de payer moins d'impôts. Et donc, au niveau des impôts, il y a déjà eu des avances vers les monoparentaux surtout, qui sont un groupe majeur de ceux concernés par la pauvreté ou le risque de pauvreté. Et je sais qu'il y a une réforme des impôts qui est préparée, qui sera grande et forte. Donc là, je connais des détails. Et le troisième levier, ce sont les aides, donc les allocations sociales. Et donc là, il y a déjà des choses qui ont été faites. Donc je sais, par exemple, on a parlé des primes d'énergie qui a été triplée, on a parlé de l'allocation de vie chère, plus 10% et ainsi de suite. Donc ce sont les 40 € par enfant sur la subvention loyer qui ont été ajoutés. Donc il y a des petites choses et selon moi, une stratégie, elle doit penser tout cela d'une façon systémique, donc aussi à partir de quel effet est-ce que ça aura pour qui, donc ça doit être une stratégie. Moi j'ai appris chez Caritas de faire des stratégies, donc ça doit avoir un but, un timetable, des délais, des responsables et des mesures pour faire une évaluation et pour savoir si on a réussi à... selon moi, ça doit faire partie des stratégies. Et puis aussi au niveau des institutions, qui aident à mettre en place cette stratégie. Et on a parlé des offices sociaux. Donc les offices sociaux auront plus d'employés, donc de personnel, disons, pour les subventions loyers, surtout pour les subventions qui sont pas seulement loyers, mais tout ce qui est en relation avec le logement, qui seront payés par le ministère et non pas par les communes ou par d'autres. Donc je connais plusieurs petites démarches dont moi j'espère qu'un plan stratégique les mettra dans une stratégie qui sera mesurable et qui va conduire à un résultat. Moi je trouve personnellement que 20 000 c'est trop peu. Moi je comprends pas, moi j'ai pas encore entendu ce chiffre, mais selon moi c'est trop peu. Mais je sais qu'à partir d'un certain moment, ça devient de plus en plus difficile de réduire. Je ne sais pas si statistiquement c'est juste, mais on peut arriver à un certain moment et après ce sera encore plus difficile, C'est comme voilà. le régime. Oui, un peu. Oui. Ça c'est l'effet yo-yo. Donc j'espère qu'il n'y aura pas l'effet yo-yo. Non, juste un complément avant de passer aux autres intervenants sur cette question.
Oui, la stratégie est essentielle. Si on veut arriver quelque part, on a besoin d'une stratégie. Je comprends que tu défends et tu as défendu, et j'ai suivi effectivement ce que tu avais fait au niveau de la Chambre à ce sujet. Tu n'as pas trop d'informations sur le... Bon, ça c'est un peu une blague parce qu'il y en a, il y en a qui circulent, j'en ai, donc moi j'en ai sans être directement impliqué ni dans le parti, ni dans le machin, ni à la Chambre, donc forcément t'en as certainement au moins autant que moi. Est-ce que c'est satisfaisant à tes yeux? Ça dépend des résultats. Donc je viens de dire que 20 000 pour moi c'est trop peu. Donc on pourrait s'attendre à ce que tu apportes certains amendements. On verra bien, oui, voilà. D'accord. On va passer à notre syndicat. La Chambre des salariés, José Luis, a publié une large contribution très, très récemment sur l'élaboration de ce plan. Alors, est-ce que tu pourrais résumer les 40 pages, ça c'est une gageure, mais nous donner les points principaux que les syndicats réclament dans l'introduction de ce plan? Alors, j'ai pas bossé à fond l'étude que la Chambre des salariés a publiée là-dessus, mais je peux d'ores et déjà dire que, comme j'ai déjà dit au début, ça nous a étonné que, en tant que syndicat, donc je parle pour le syndicat et pas pour la Chambre des salariés, qu'il n'y ait rien sur le salaire minimum dans ce plan de prévention contre la pauvreté. Deuxièmement, on parle d'aide au logement, mais encore une fois, donc on va aider les gens à avoir des aides, mais concrètement, on ne va pas lutter contre ces prix qui sont galopants, qui sont exponentiels. Et donc on va continuer à laisser le marché libre du logement augmenter, et après on fera quoi? On va augmenter les aides, et ça sera comme ça. Donc au fait, au Luxembourg, on ne peut pas toucher aux propriétaires, on ne peut pas toucher... non, je me suis trompé, aux électeurs, parce que c'est ça le vrai souci, c'est qu'on ne peut pas toucher aux électeurs qui, eux, sont propriétaires. Et donc on va continuer à aider les pauvres. Allez, on va leur donner de l'argent, les propriétaires vont continuer à augmenter les prix des terrains vagues, terrains vides, logements vides, d'ailleurs certains sont vides pour que les prix augmentent, et aux pauvres, on va continuer à les aider. Ça nous pose un vrai problème. Parce que, et le logement qui est, donc les aides au logement qui sont dans le plan de prévention de la pauvreté devra aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, l'OGBL va faire des propositions, et notamment le département des immigrés de l'OGBL va proposer des propositions concrètes là-dessus, et d'autres, par exemple, aussi pour tout ce qui est... Enfin, on a rendu les crèches gratuites, mais s'il n'y a pas de place dans les crèches, ça sert à quoi que ça soit gratuit? Finalement, les gens doivent aller dans les crèches privées. Donc, il y a des choses qui ne font pas de sens, et c'est aussi dans des propositions qu'on va avancer. Merci José Luis. Jean-Baptiste, tu auras ton tour, t'inquiète. Jean-Baptiste Nivet, le gouvernement vise une diminution d'1/6 de taux de pauvreté d'ici 2030. Premier point, est-ce que c'est réaliste? Parce que c'est 1/6, ce n'est dans 4 années ou 5 années. Bon, on va dire qu'on est en 2026, en 4 années, c'est rapide. Vous avez publié un article très intéressant qui dit « La pauvreté au Luxembourg, une stratégie peut-elle se passer d'objectifs ?» Là, on a un objectif, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être revenir juste sur les aides avant. Il y a un point qui est important, c'est que pour la caisse à outils, on va dire, pour faire diminuer ou lutter contre la pauvreté au Luxembourg, elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète, elle ne peut pas être complète pour une raison qui est notamment le fait qu'il y ait autant de frontaliers. Et une des raisons qui permettrait notamment normalement de faire baisser le taux de risque de pauvreté relativement de manière importante, serait qu'on dise que les allocations familiales, on laisse au même niveau pour les familles aisées, et on les augmente, je sais pas, de 20-30% pour les familles qui sont plus modestes, avec peut-être un taux dégressif, peu importe. Pourquoi est-ce que c'est compliqué à faire? Alors déjà, il y a la raison politique, c'est qu'on sait qu'il y a une grande partie qui va quitter les frontières, et qui va du coup pas du tout affecter le taux de risque de pauvreté qui ne concerne que les personnes qui vivent dans ce pays. Je rappelle que s'il y a quelqu'un qui vit dans ce pays aujourd'hui, qui touche 2 000 € et qui tout son revenu vient du Luxembourg, il peut être à risque de pauvreté au Luxembourg. Si jamais il déménage à 50 mètres, il n'est plus dans les statistiques. Le point, c'est que c'est compliqué même au niveau technique d'avoir les revenus globaux des personnes qui habitent dans d'autres pays,
puisqu'ils peuvent avoir des revenus qui viennent d'autres revenus que ceux de son salaire de Luxembourg, et du coup c'est plus compliqué de pouvoir juger s'ils font partie des personnes qui ont le droit ou pas à cette augmentation des allocations familiales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de lutte contre la pauvreté au Luxembourg, on essaye de trouver beaucoup de solutions dans ce qui reste dans les frontières. Et du coup, un certain nombre de programmes, de dispositifs qui sont aussi accessibles aux frontaliers sont aussi moins pris en compte. J'en veux pour preuve qu'au niveau des pensions, et donc il y a eu toute discussion sur la réforme des pensions, il y a un paquet de réformes qui a été proposé. Nous, au niveau d'IDEA, on avait, parmi de nombreuses mesures, il y avait 2 mesures qui portaient là-dessus, qui étaient d'un côté une augmentation de la pension minimum, qu'on avait plutôt proposé, et on avait évoqué la possibilité d'une aide sociale qui serait un bonus vieillesse pour l'aide sociale, qui repose notamment sur le fait qu'à partir du moment où les personnes ont 65 ans, ils ne peuvent plus retourner à l'emploi, donc ils pourraient avoir un REVI qui est plus important. Aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est plutôt d'aller vers l'aide sociale, on ne sait pas sous quelle forme, c'est la seule mesure qui nous manque, plutôt par une augmentation de la pension minimum, et la réflexion sur le fait qu'il y a une partie qui est exportée ou pas des pensions, ou ce type de réflexion, elle intègre forcément les politiques publiques et les politiques sociales au Luxembourg, et c'est un point qui est relativement important. Sur le chiffre, je ne vais pas énormément commenter. Mon blog portait déjà, au-delà des questions techniques d'indicateurs, sur le fait d'avoir un objectif et sur le fait que c'était mobilisateur. Le chiffre de 20 000, il est assez mobilisateur, il est assez bien au niveau symbolique. Il est un peu moins bien qu'un pourcentage sur des éléments sur le fait qu'il dépend par exemple de est-ce que la population va croître ou pas au Luxembourg. Et notamment quand on sait que les immigrés, il y en a une partie qui viennent ici, qui ont des hauts revenus, qui ont des hauts salaires, notamment dans le secteur financier, mais il y en a aussi une partie dans ceux qui ont les hauts revenus, et que les nouveaux immigrés sont une part assez importante des personnes qui sont en risque de pauvreté. Donc c'est plutôt mon avis par rapport à ça, et après je ne vais pas forcément critiquer exactement quel est le point. Je voulais juste te donner, si c'était sur le taux de risque de pauvreté, l'objectif qu'on se donnait, que je ne pense pas que ce soit le cas, mais il est possible qu'on soit déjà en dessous, puisque les données qu'on a actuellement, elles portent sur les revenus de 2023. Donc toutes les mesures qui ont été prises, et notamment celles qui ont été votées par monsieur Gallès, et d'autres mesures qui par contre peuvent faire augmenter le risque de pauvreté, parce que quand on crée un régime d'impatriés pour attirer, qui est plutôt bien pour l'économie et qui peut créer plus de richesses pour l'ensemble du pays, ça crée des inégalités, puisqu'on a des personnes qui ont plutôt des revenus qui en plus vont payer moins d'impôts. Donc on va voir au niveau notamment à partir de février, je pense, 2026, on aura les chiffres pour 2024, on aura en 2027 les chiffres sur 2025, on verra quelles sont les conséquences en matière d'inégalité et sur le taux de risque de pauvreté des mesures qui ont été prises notamment au niveau fiscal ces dernières années, puis du plan national de pauvreté, on les aura, ces impacts 2026, on les aura en 2028, donc il faudra attendre un petit moment. Mais c'est un point qui est important, et juste pour finir sur on parle beaucoup de taux de risque de pauvreté, et c'est un apport très important, les inégalités, notamment le fait qu'il y ait des personnes qui soient décrochées vis-à-vis des classes moyennes. Mais il y a aussi énormément d'autres indicateurs qui sont importants, et le fait de se concentrer sur ce seul indicateur peut créer d'énormes biais. Je peux donner un exemple qui est un exemple typique que je donnais déjà il y a quelques années, qui est le taux de risque, et c'est encore confirmé aujourd'hui. La Grèce a énormément souffert, la population grecque dans son ensemble a énormément souffert de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le niveau de vie de la population a baissé de 25-30% au global sur une dizaine d'années. Le taux de risque de pauvreté a diminué. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à protéger un tout petit peu mieux les personnes les plus pauvres que les classes moyennes. Mais les classes moyennes ont énormément souffert. Il faut quand même regarder, un des éléments les plus importants, c'est d'améliorer le niveau de vie global de la population, des plus modestes, la classe moyenne, voire au-dessus, et après de limiter les inégalités. Mais il ne faut pas se focaliser sur un seul indicateur. Merci pour tout ça. C'est rapide, c'est dense et c'est complexe. Mais je retiens un petit message là, dans le creux de ma tête, c'est que il est quand même probable que le gouvernement annoncerait un résultat qu'il aurait déjà quasiment atteint. Et ça, c'est un peu embêtant. Vous n'avez pas dit ça, mais je dis que c'est un petit truc qui tourne dans ma tête. Bon, pour polémiquer, bien sûr. Ginette, comment peut-on améliorer la concertation entre les services sociaux communaux, le fonds de logement, les ONG et les associations de terrain? Parce que cette concertation, ce travail commun sur tous les intervenants, les acteurs, en tout cas de la lutte contre la pauvreté, n'est pas optimal comme tu l'as décrit, mais comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette situation? C'est un sujet, mais je pense que c'est un sujet un peu technique qui va vous ennuyer. Je vais juste dire, ce serait bien de mettre une fois, et ça a déjà été proposé plusieurs fois,
qu'on mette les diverses conventions entre les ministères. Il y a des conventions diverses. Et suivant avec qui tu travailles, tu as différentes aides et ça complique un peu la situation. Ça, c'est une chose qu'il faudrait un jour faire, mais là, tu rentres dans le jeu politique et ça dépend des ministres qui sont là, est-ce qu'ils sont prêts à collaborer avec d'autres. Ça, je reste à ce niveau-là. Au niveau du terrain, je dirais que l'Office social, on collabore tous les jours avec d'autres services. L'important, c'est qu'on soit professionnel, qu'on soit authentique et qu'on se dise les choses comme elles sont. Ça marche. C'est notre pratique quotidienne. Par contre, j'aurais envie de revenir quand même sur le sujet qui nous cause beaucoup de soucis. Parce qu'au début aussi, il y avait certaines associations qui disaient maintenant, nous, on va créer des services logements et puis la situation va s'améliorer. C'était bien pensé, mais c'était faire abstraction de l'économie et faire abstraction de certains choix économiques. Qu'est-ce que je veux dire? Quand j'ai commencé à travailler comme assistante sociale, et certaines personnes ici dans la salle le savent, on a pu conseiller là c'était surtout des familles monoparentales qui travaillaient pour le salaire social minimum, qui avaient des allocations familiales. On pouvait les accompagner pour acheter une maison parce qu'elles trouvaient une maison. Je suis en contact avec ces femmes qui sont devenues propriétaires, qui ont travaillé, dont les enfants ont été éduqués dans leur maison, un lieu de séjour tranquille où elles revenaient tous les soirs faire leurs travaux d'école, où elles se mettaient au lit, où il n'y avait pas de souci, est-ce qu'on peut rester, est-ce qu'il faut changer de logement, et les enfants sont devenus des adultes qui travaillent aujourd'hui dans l'économie luxembourgeoise. Ce rêve, je l'ai terminé, parce que c'était la réalité il y a 40 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et ce n'est pas parce que les gens ont changé. Ce n'est pas parce que les enfants ont changé. Ce n'est pas parce que les êtres humains ont changé. Mais c'est parce que le contexte socio-économique a changé. Donc, si on veut revenir à cette situation, que des gens qui adhèrent à notre système sociopolitique, soyons sérieux, voyons les gens en face, les gens qui veulent travailler, qui veulent payer les impôts, qui veulent payer les cotisations sociales, qui veulent avoir des enfants, et nous ne leur donnons plus les possibilités pour devenir, par exemple, propriétaire. Là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et le logement, je vous dis, ça c'est mon plus grand souci, et c'est le plus grand souci de la majorité des associations. C'est vrai, on va avoir dans le plan d'action, on va avoir certains postes d'emploi pour accompagner dans le logement, mais nous ne nous l'aurons pas pour accompagner les gens vers des logements qui n'existent pas. Et c'est vraiment grave. Ce n'est pas parce que j'ai envie de toucher l'un ou l'autre politique, ça m'est complètement égal. Moi, je pense aux enfants qui, ici, si on va dans le quartier, il y a des gens ici qui connaissent très bien divers logements ici. On pourrait aller voir dans les quartiers comment les enfants dorment ce soir, dans le studio ou dans l'appartement à 60 mètres carrés, hein, avec peut-être une prostituée qui travaille en dessous, avec son... C'est la réalité que les enfants vivent. Ou dans un autre appartement où c'est la moisissure. Et ces bébés, ce sont des enfants de parents qui sont là parce qu'ils veulent travailler et parce qu'ils veulent s'insérer. C'est-à-dire, ce que je veux dire, on est en train de créer la pauvreté. Et on est en train de créer une nouvelle qualité de pauvreté. Parce qu'éduquer des enfants dans des situations pareilles, on ne peut même pas parler éduquer des enfants dans des situations pareilles, avoir des enfants, des bébés dans des situations pareilles. Vous avez un enfant qui est encore bébé, donc il a besoin de dormir, vous avez un autre qui a 40 ans, qui veut dormir aussi, mais vous avez l'autre à 8 ans, qui doit faire ses travaux, ses devoirs de classe, et tout ça dans un appartement de 60 mètres carrés. Et parfois moins.
Et nos assistantes sociales connaissent tous ces logements ici en ville, et pas seulement à Luxembourg, ville, dans d'autres aussi. Et ça, c'est ça que je veux dire. Les gens n'ont pas changé, les êtres humains ne sont pas changés. Hein, on est comme on est. Les uns ont plus de chance, les uns ont peut-être plus de culture. Mais ça n'a rien à voir avec la pauvreté, parce que je connais des gens très riches qui sont culturellement, qui sont vraiment pas rafraîchissants. Hein. Mais c'est ça, le contexte socio-économique dans lequel le travail social doit fonctionner, il ne s'est pas amélioré. Et il faut vraiment changer ça. Ce n'est pas les êtres humains qu'il faut changer, il faut changer les conditions socio-économiques pour que les gens puissent vivre. Merci beaucoup pour ces réflexions qui sont... Je peux rajouter justement. Tu peux encore rajouter, parce que tu avais été rapide. Ouais. Donc quand on dit « il faut », moi je sais qui doit. Le gouvernement, c'est l'exécutif, le verbe le dit. Exécute, fais-le, tu as le pouvoir pour le faire. Alors je pense que M. Frieden et le gouvernement ne se rendent pas compte que s'ils sont en train de détériorer les conditions de travail, ils se montrent tellement inflexibles par rapport aux syndicats, je pense qu'ils ne se rendent pas compte d'une réalité. C'est ce que Mme Jones vient de dire. C'est qu'on est en train de créer de la pauvreté. Et je prends mon exemple et ceux de ma génération comme exemple. Il y a ceux de ma génération, immigrés, qui ont de la reconnaissance pour le Luxembourg. Et il y a ceux de ma génération qui ont du ressentiment pour le Luxembourg. Et c'est deux mots très importants, parce qu'on va créer des anticorps dans notre société qu'on n'a pas besoin. Et M. Frieden et le gouvernement ne se rendent pas compte que s'ils ne font vraiment pas quelque chose de conséquent par rapport à la pauvreté, au logement et toutes ces questions qui sont les unes reliées aux autres, ils sont en train de mettre en cause la cohésion et la paix sociale. Et n'en déplaise de son propre nom, Frieden, c'est la paix sociale qu'il est en train de mettre en cause. S'il ne résout pas ce problème et qu'il dit, bon, finalement, un pensionné avec une pension minimum, il doit investir dans l'immobilier, ça va, ils n'ont pas besoin qu'on augmente la pension minimum. C'est minimiser ce problème qui peut affecter le Luxembourg. On ne le voit pas encore, on a une certaine paix sociale jusqu'au moment où on n'aura plus. Donc il faut faire attention à ça. Merci José Louis. On ne va pas s'étaler là-dessus, on aura certainement une autre table ronde spécifiquement dédiée au dialogue social au Luxembourg dans ces conditions, donc on va rester sur notre thématique. Alexandra, je t'avais promis que tantôt reviendrait, donc voilà. Si j'utilise des gros mots technico-intelligents, notre modèle de gouvernance sociale, est-ce qu'il est suffisamment agile? Ça veut dire, est-ce qu'on arrive à répondre à toutes ces formes d'exclusion? Non, on n'arrive pas à répondre parce que on rejette je crois qu'on rejette trop la responsabilité uniquement sur les politiques et on ne se remet pas en question nous tous. On ne remet pas en question le système dans lequel on est. On n'est pas assez créatif, révolutionnaire. On est encore trop dans nos schémas. Alors, je rejoins ce qu'ont dit Ginette et José par rapport à qu'est-ce qui va se passer si jamais on continue à mal gérer l'augmentation de cette pauvreté. Ce qui va arriver, c'est ce qui arrive déjà, c'est que les coûts au niveau de tout ce qui est santé dans les hôpitaux, ça va augmenter. Tout ce qui est les coûts liés au dispositif de sécurité, la police aussi. Et notre société, nous, on va devenir de plus en plus pauvres parce qu'on est riche si on s'occupe des faibles et des bon, ça c'est philosophique, blabla. Mais pourquoi est-ce que... j'ai perdu le fil et puis j'en ai écrit un peu partout. Pourquoi ne pas faire participer les pauvres à la mise en place des solutions? Mais pas en leur demandant qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais pourquoi on ne fait pas tout simplement? Pourquoi on ne fait pas tout simplement comme dans des pays d'Afrique où il y a un leader qui rassemble la population? Là, la population, il y a un clivage. Alors moi, je veux bien qu'on devienne à Monaco ou à Liechtenstein,
Mais alors qu'on le dise, qu'on dise qu'on n'est que là pour les riches et pour que les riches s'enrichissent, qu'on le dise et qu'on soit honnête, et ça sera ok. Mais ne disons pas qu'on met en place tout ce qu'on fait, c'est on ne met que des pansements. On essaye de cacher un peu. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait les faire travailler, tous ces gens qui n'ont pas de travail, en payant quelques personnes qui les encadreraient, qui travailleraient avec ces gens-là, au lieu de sanctionner et de réprimer. Pourquoi on ne mettrait pas en place des choses où ces gens-là donneraient une plus-value, ils auraient un impact. Alors c'est peut-être utopique tout ce que je dis, mais c'est pas vrai, parce que nous à l'Ashton, c'est ce qu'on fait en tout petit. Mais ça marche. Les personnes défavorisées font à manger pour d'autres personnes défavorisées. Elles s'occupent des vestiaires. On récupère gratuitement des vêtements, on les redistribue gratuitement. Il y a des supermarchés, ils jettent des denrées alimentaires. Ça coûte. Nous, en tant qu'association, grâce au gouvernement qui nous a donné les moyens, on va chercher ces denrées alimentaires dans les supermarchés, on a des camionnettes, on les retravaille, on en fait de la soupe, on en fait des sandwichs et on redistribue gratuitement au sein de nos services. Il y en a 9 dans le pays, plus on donne aussi à des services avec lesquels on travaille. Comme Ginette a dit, sur le terrain, on travaille vraiment ensemble. Mais non, on préfère retourner autour du pot et puis essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Pourquoi on ne développe pas ce qui marche? Pourquoi on n'est pas pragmatique? Alors, les stratégies, la théorie, oui. Merci Alexandra. Le temps avance, hein, et malheureusement je suis le maître du temps aujourd'hui. J'ai l'habitude, en discutant avec mes amis, de ne jamais mesurer ce temps et d'avancer jusqu'au bout des idées, mais ici je dois vous respecter vous d'abord et puis respecter aussi mes collègues. Je vais encore donner la parole à Paul, parce que je ne voudrais pas qu'on ait ce sentiment qu'il n'y a rien qui se passe, parce que ce n'est pas vrai. Qu'il n'y a rien, que tout ce qui se passe pas bien, ce qui n'est pas forcément vrai non plus, et qu'il soit là comme en fait dans la majorité, mais dans une opposition et dans une minorité extraordinaire ce soir, donc qui n'est sans doute pas tout à fait ce qu'il y a. Donc je vais rééquilibrer tout ça. Je vais essayer. Ah oui, merci. Oui, je ne me sentais pas dans le rôle de la minorité ou de quelqu'un de... Donc parce que d'abord, s'il y a des messages au gouvernement, je peux les amener. Hein. C'est pas ça. Donc, d'abord, je peux faire ça. C'est peut-être ma petite mission de ce soir. Tu m'as demandé si je veux faire des amendements au plan de stratégie. Donc, il y aura ce plan et puis il y aura des projets de loi derrière pour le mettre en action. Donc, le plan en tant que tel n'est pas une loi, mais il y aura donc et là, loi par loi, il faudra voir ou améliorer. Je vous confie que c'est pas toujours facile, hein. Parce que je viens, non, mais je viens du monde de Caritas, donc je vis les mêmes choses que vous. J'arrive en politique avec de grosses et de grandes idées, des visions, parce que tu as aussi posé la question de la vision, et je vois les obstacles. Je ne vais pas les énumérer, mais il y avait une fois une conférence où j'avais énuméré les obstacles de l'idée jusqu'à l'exécution. Combien d'obstacles politiques existe-t-il? C'est pas pour m'excuser, mais je le dis, je fonctionne dans ce cadre. Et donc, dans ce cadre-là, j'essaye, et d'autres l'essayent aussi, donc je ne suis pas seul, hein, à faire notre mieux et de prendre les mesures. Un exemple, aujourd'hui, on a parlé à la Chambre sur la politique climatique. Et je défends de tout mon cœur la politique climatique, mais c'est quelquefois, si je suis confronté à une vision d'un changement du monde où tout va bien, où le climat est sauvé, mais mon cœur s'ouvre, mais je dis, mais je ne vois pas le chemin comme y aller, même si on investit tout notre argent pour cela. Donc, c'est un peu le combat entre vision, grand cœur, et le réalisme. Et moi, je suis dépendant de beaucoup d'autres personnes. Hein. Donc, c'est pour... Peut-être ça recalibre un peu les choses. Donc, je voulais dire, c'est clair, qu'il y a des choses qui se font,
J'ai aussi l'impression que même si on peut reprocher beaucoup de choses au gouvernement, qui est sans doute plus économiquement economy-friendly que d'autres, c'est vrai, qu'ils ont quand même pas perdu de vue la question de la pauvreté. Donc ce n'était pas du maquillage de la mettre en priorité au début de la législature. Et nous, on est là aussi, dans nos fractions, dans nos groupes politiques, pour le répéter, le demander. Voilà, si ça t'aide à recalibrer un peu les choses, ça me va de vous dire, on est du même côté. Mais oui, voilà, c'est ma mission, c'est mon rôle, c'est un rôle politique, et il est énormément difficile. Merci Paul pour tout ça. Avant de vous donner la parole, parce que c'est quand même aussi une des idées de ces tables rondes, c'est pas de monopoliser ici avec les experts, mais aussi de vous laisser vous exprimer. J'aimerais faire un dernier tour de table sur votre vision politique et votre priorité pour 2030. Alors, c'est une question qui semble parfois idiote, mais qui permet quand même de positionner la mesure phare, la priorité que vous soutiendriez. Et donc, je vous donne la parole chacun à votre tour. Ne me faites pas un discours politique de 40 minutes, c'est pas possible, mais restez pragmatique. Ginette, puis Jean-Baptiste, puis José-Louis, et puis de l'autre côté. Mais ce serait, alors de mon côté, ce serait un programme d'urgence logement. Soit logement locatif, soit logement créatif, de construction, mais c'est ça l'urgence absolue, que le gouvernement décide d'un programme d'urgence logement pour augmenter le nombre de logements disponibles à prix abordable, que ce soit en discutant avec des propriétaires qui ont des logements qui sont vides, que ce soit la création de tiny houses, sans chaque fois faire une conférence de presse si un tiny house est ouvert, ce serait génial. Pour moi, ce serait vraiment le rêve pour 20 000 logements pour 2030, ce serait déjà une bonne chose. Deuxième chose, que les aides que les gens peuvent avoir, qu'ils arrivent chez les gens sans processus bureaucratique, mais qu'ils arrivent directement. Si ça arrive le 2003, je serais contente. Oui, cet après-midi, j'avais nommé le logement à la famille. Le logement vient d'être très bien abordé, donc j'ai plus besoin de l'aborder. La famille, juste pour préciser que oui, l'arrivée d'un enfant qui est une très bonne chose, et l'arrivée surtout du deuxième enfant est souvent ce qui fait que les familles, surtout dans une situation financière plus compliquée. Mais du coup, je préfère évoquer quelque chose que personne n'a évoqué encore aujourd'hui, qui est l'éducation. On a des résultats historique au Luxembourg, qui a toujours eu des très fortes différences de niveau dans des examens ou dans la réussite scolaire entre les enfants notamment qui ont un passé immigré ou qui ne viennent pas d'une langue germanique et d'autres. On a une expérimentation d'alphabétisation en français qui aujourd'hui va se diffuser dans l'école publique luxembourgeoise. On a aussi développé des écoles publiques internationales. Donc vraiment pour 2030, et oui, pour les élèves actuels et pour les élèves futurs, puisque ça commence aujourd'hui pour les élèves de 6 ans, d'avoir vraiment une différence, que cet écart se réduit, que l'obstacle qui pouvait être à certaines spécificités du système éducatif luxembourgeois pour les enfants notamment d'immigrés, ce qu'on appelle en France les deuxième génération, se résorbe, et qui a un épanouissement en tout cas scolaire puis professionnel beaucoup plus important sur ces générations. Le Luxembourg était connu dans les années 70-80 parce que c'était un pays riche, mais aussi parce que c'était le pays où il y avait le moins de différence entre riches et pauvres. Et mon souhait pour 2030, ce serait ça. Mais c'est vrai que si on ne construit même pas 2000 logements par an, ce ne sera pas possible de construire 20 000 logements jusqu'à 2030. D'un autre côté, on pourrait dire simplement que le logement est une urgence nationale. Oui, mais là, les communes, elles vont dire on est autonome et on ne peut pas toucher à la Constitution. Donc, beaucoup d'obstacles. Mais bon, les obstacles, on peut les éliminer. Maintenant, il y a un autre chiffre que j'aimerais vous dire, c'est qu'on a besoin de 12 000 travailleurs dans le bâtiment tout de suite. Et si on veut vraiment des logements, il faut engager ces travailleurs et il faut construire. Là où on peut construire, on connaît les problèmes liés au terrain et tout ça, mais il faut construire. Peut-être en hauteur, pourquoi pas? Pourquoi se limiter à 3 ou 4 étages dans certains quartiers?
Et quand je dis construire en hauteur, c'est pas des appartements de luxe, hein, donc, parce que ça on n'en a pas besoin. D'ailleurs, la place de l'Étoile attend des appartements de luxe d'un certain Qatari. On n'a pas besoin de ça. Et peut-être c'est là qu'il faut législer et légiférer. C'est en empêchant ce genre de choses. Et quand on construit, dire là on construit, mais alors il faut X pourcentage de logements sociaux et pas laisser faire n'importe quoi. Voilà, ce serait donc mon souhait, c'est qu'on diminue la différence entre riches et pauvres au Luxembourg. Ça, on l'a déjà été dans ce cas-là. Alors refaisons-le. Moi j'aime bien l'idée de José. Pour moi il faut rêver. Pour moi on n'a pas le droit d'arrêter, d'espérer. On ne doit pas être défaitiste. On a parlé beaucoup de logement, on n'a pas parlé de travail, on a parlé de ce qu'on gagne quand on travaille. Mais pour moi, il y a aussi un grand besoin de développer les ateliers de réinsertion professionnelle. Il n'y en a pas assez. Tout le monde ne peut pas travailler sur le premier marché de l'emploi. Il y en a qui voudraient, mais ils ne sont pas capables de travailler plus que 4 heures par jour à cause de leur santé. Mais si on les laisse de côté et qu'on ne s'en occupe pas, ça va être pire. Et là, on sait que la pauvreté se transmet de génération en génération. Voilà, donc ça, n'arrêtons pas de rêver. Les logements, oui, mais des logements de toutes les sortes aussi, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre seuls dans un logement normal. Il faut des logements accompagnés, il faut des foyers, voilà. C'est pas moi, hein, oui. Ma vision, c'est l'éradication de la pauvreté des enfants. Je suis en ville échevin et il y a Ludmila et Antonia qui font partie du conseil communal de la ville de Luxembourg. Je suis responsable pour les enfants et les jeunes. Donc aussi crèche, on a parlé des crèches, des foyers scolaires, maisons relais et les écoles. Donc l'éducation, je partage tout à fait ça. Mais je me pose une très très grande question parce que par exemple, et peut-être je vous la pose aussi parce qu'on va aussi échanger avec le public, c'est que pour l'instant, nous en tant que ville, donc je prends un peu le chapeau de l'échevin, on accueille 80% des enfants qui fréquentent l'école publique. Et on veut aller à 90% des enfants qui fréquentent, oui, au fondamental, on parle et en augmentant ce nombre, je me pose toujours la question, c'est en tout cas le feedback que je reçois du côté des enseignants, les enfants sont tellement fatigués, ils sont énervés, ils sont nerveux, et donc de les avoir toujours dans un accompagnement qui n'est pas la famille, je me pose des questions. Et là, je suis dans un dilemme. Je vois que c'est nécessaire d'élargir le nombre et en même temps, je ne sais pas si on fait le mieux possible pour les enfants parce qu'en fin de compte, ils ont besoin de ceux qui s'occupent d'eux parce qu'ils les aiment, ils sont les proches de la famille. Et là, ma vision sera celle qu'on réarrive, donc qu'on revient un peu sur une société que moi je connaissais encore parce que maman était chez nous, on rentrait chaque jour et on mangeait le repas de midi chez maman. Hein. Et ça m'a marqué, et ça m'a donné beaucoup de choses. Et je sais pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas envisageable. Ça serait une vision, mais pas pour 2030, je crains. Merci à tous les 5 pour cette première partie de soirée. Vous avez été à la fois extraordinaire parce qu'on a pu rester dans des temps, des bons temps. Hein, j'ai même 3 minutes d'avance, donc c'est fantastique. Maintenant, je vous donne la parole. On va habituellement essayer de prendre 2 ou 3 questions au fur et à mesure, hein, et puis y répondre, et puis on repassera. Donc, 1, là-bas, 2, et puis 3. J'ai noté avec votre casquette, je ne connais pas. Je vous en prie. Alors, j'ai deux points. Le premier, c'est le logement. Sur 2 points. En fait, concernant le logement, je m'étonne toujours qu'on ne regarde pas à droite et à gauche. Si on va en Allemagne, qui n'est pas un pays où il y a une politique sociale généreuse, pas du tout. Mais
si on est bénéficiaire d'un révis, on a droit, je pense, à 90% des coûts du logement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut transférer si on veut. Deuxième élément, si on regarde en Autriche, par exemple à Vienne, la partie des logements sociaux se situe à peu près 50% des logements à Vienne. Ce qui fait que dans ce pays, on n'a pratiquement pas de problème de logement. Avec 50%, on couvre plus que les pauvres. Donc il y a à voir des deux côtés. L'allocation de logement ici, je pense que le montant le plus élevé est autour de 300, je vois, à peu près. Alors si on regarde de nouveau l'Allemagne ou également l'Autriche, c'est toujours par rapport au salaire qu'on évalue la contribution au logement. Et donc on pourrait aussi avec l'allocation logement dire s'il y a des logements qui coûtent 1800 pour un appartement avec 2 chambres à coucher, bah, l'État contribue de l'ordre de 1300. Juste exemple. Deuxième point, sur les enfants. Et j'étais toujours très touchée par ce phénomène parce que quand on a commencé à construire les maisons relais, c'était plus ou moins en 2004, moi j'avais rédigé le programme pour ce fonds social-là, et j'avais quelque chose de très différent en tête, c'était la Caritas, et c'était Manuel Hartney qui a commencé à faire ça. À l'époque déjà, mais déjà depuis 1999, quand, avec la stratégie européenne pour l'emploi, on a également poussé pour augmenter l'emploi des femmes, ce qui était compréhensible dans un état corporatiste où la femme était plutôt au foyer. De là jusque, je dirais, il y a très très peu, on n'a pratiquement jamais discuté des effets sur les enfants. Et on a mis des maisons relais de l'ordre de couvrir plus ou moins les 100% des heures de travail des femmes et des hommes, enfin du couple. Et on n'a pratiquement jamais regardé quels sont les effets psychiques sur l'enfant. Ça, c'était quelque chose qui manquait entièrement. Alors que dans les pays scandinaves, on était beaucoup plus avancé déjà dans les années 80. On quitte un peu le sujet de notre, oui, de notre conversation. Une phrase encore. La question. C'était en fait déjà en 90, on a remodelé une prise en charge de 100% des enfants vers une diminution du travail de l'homme et de la femme, du couple, à 6 heures par jour pour que la partie de garde ne soit pas plus que 4 ou 4 heures et demie. Merci. Merci. Madame là-bas. Peut-être pour, moi, je suis assistante sociale à l'Office social justement de la ville de Luxembourg depuis février, ça fera 13 ans. J'aurais une demande à l'échevin. Ça serait essentiellement, je parle que du logement de la ville de Luxembourg. Si vous nous demandez la liste des logements insalubres, des logements à fermer, on peut vous la donner. C'est dramatique d'arriver à reloger, après monts et merveilles, une famille, et de savoir que 3 jours après, la prochaine famille attend. Il y a des logements, sans dire qu'il y a des logements à la ville de Luxembourg qui sont condamnés, qui sont fermés. Vous connaissez la ville comme moi, Monsieur Gallas, rue de Clausen. Nous avons des logements qui sont fermés. Rue d'Ulrich. On va essayer de ne pas rentrer dans tous les détails. Merci. Mais il y a des logements qui sont fermés. On parle des loyers. Pourquoi ne pas bloquer le prix des loyers? Pourquoi ne pas pouvoir plafonner les loyers? On demande actuellement, je vous parle d'une réalité de terrain. Actuellement, une chambre meublée, sans condition, est à 1 500 €. C'est 1 500 € une chambre meublée. Si vous avez un appartement, on est à 2003. Une chambre meublée. Quand j'ai commencé à travailler il y a 13 ans, ma chambre meublée était à 300 €, 500 €. Un studio était à 800. Une question? Oui. Plus précise. Merci. On parle également de facilité de cibler les aides pour les enfants. Pourquoi ne pas permettre directement, comme on le fait avec l'allocation, on le fait directement. Il y a un REBIS, c'est une allocation de guichet automatique. Mais pourquoi ne pas permettre le subside CEPAS? Je vous parle de ma réalité de terrain. Actuellement, j'ai eu combien de familles qui sont juste venues me demander de compléter le subside CEPAS? D'accord.
Pareil pour le subside de la ville de Luxembourg. Ce sont des formulaires à remplir. J'ai pris quelques notes. On parle également de cibler. J'ai un syndicaliste qui est ici. C'est sympa d'avoir une indexation, mais j'en ai pas besoin. Cibler les aides, cibler l'index, cibler le chèque service. J'ai une gratuité de chèque service. Il ne me la faut pas. En vacances scolaires, il faut savoir que le chèque service pour la plupart des familles est à 100%. Je peux me permettre de prendre vacances maintenant pour à la Halle vacances. Pas mes familles que j'accompagne. Leurs enfants seront à la crèche et vont devoir payer un plat de tarif. Une dernière question, parce que sinon vous allez monopoliser et j'aimerais qu'on... Oui, également, pardon. Merci. Et également peut-être, on parle des foyers scolaires, de création de foyers scolaires, ou d'augmenter... Il y a un manque énorme de foyers scolaires à la ville de Luxembourg, vous le savez. On parle également de construire un quartier sur Bonnevoie. Il y a de grandes questions, que ça ne soit pas comme le Kirchberg. Je ne peux pas faire une discussion polémique sur le quartier de Bonnevoie, le fait de quartier. Dernière question pour le premier tour à cet endroit-là, merci. Je crois qu'avec toutes les interventions, on a effectivement... Bon, j'aurais préféré qu'on parle en luxo, mais avec des interprètes, mais bon, c'est pas grave. Les sociétés, la majorité des gens maintenant parlent français, alors on s'adapte. Mais on a bien défini beaucoup des problèmes et des solutions aussi, surtout le logement, et puis tout un tas de choses très précises. Et là, je pense qu'on peut avancer. Bon, mais le problème global, c'est... Il y a un des problèmes globaux, c'est qu'il y a plein d'argent, mais il est mal placé. Enfin, il n'est pas, comme disait José, lui, il n'est pas distribué de manière démocratique, parce qu'il y a des riches énormes, enfin très riches, et il y a beaucoup de pauvres. Et M. Gallès appartient malheureusement à un parti dont le chef, dont M. Gilles Roth a dit il y a quelques mois, j'ai lu, non, je suis contre l'impôt sur l'impôt sur la fortune ou taxer plus les riches. Il y a un problème, il faut changer de parti, aller chez les Lengs, et puis on vous apprendrez. Enfin, je sais pas. Donc effectivement, c'était une blague quand vous disiez que j'étais à gauche. Bon. Et puis pour finir, pour que les gens soient intégrés, les pauvres soient intégrés dans les décisions, bon, pourquoi ne commencerait-on pas par changer, il faudrait probablement changer je ne sais pas s'il faut changer la Constitution, il faudrait 50% de femmes au Parlement, tout le temps, parité totale, et puis que les non-luxembourgeois puissent voter aux législatives. Merci. Bon, premier tour de questions et de commentaires intéressants. Alors, je vais avoir du mal à distribuer, donc on va reprendre un peu dans l'ordre. Si on parle du logement, première question, premier groupe de questions, les aides au logement, les augmenter de façon telle, 90%, l'Allemagne, ou avoir des logements sociaux qu'on n'a pas et qu'il faudrait une politique très longue, mais imaginons ça. Ginette, je commence avec toi. Bien, je pense qu'on peut imaginer beaucoup de systèmes comparés, des systèmes. Mais bon, là, je ne parle pas vraiment pour l'entente, parce qu'on n'en a pas discuté en tant qu'entente, mais je dirais, oui, on est favorable à aider les gens, c'est pas la question. Mais les critiques par rapport à ça vont vous dire, avec raison, que les loyers vont encore augmenter. Donc prévoir des aides sans bloquer les loyers, ça ne rime à rien. Moi, je me pose vraiment la question, on accorde beaucoup d'aides à d'autres personnes, vraiment, on a des déchets fiscaux énormes sur des gens qui n'en ont pas besoin. Hein? Et là, je me demande, c'est vraiment l'ajustement de la politique. Quelle politique, pourquoi on fait de la politique sociale? Et là, c'est un sujet que je trouve qui a changé aussi à Luxembourg, une attitude de jalousie des gens aisés par rapport aux pauvres. Je ne suis pas d'accord, Paul, avec ce que tu disais tout à l'heure. Les gens n'ont pas honte d'être pauvres, mais ils savent qu'il y a des riches qui ne les veulent pas. Et je dois te dire que je fréquente maintenant des gens très aisés et je suis effrayée par la nouvelle qualité d'un certain dédain vis-à-vis des gens qui sont pauvres. Et ça, je ne sais pas comment on peut le résoudre avec des aides.
Je crois qu'il faut vraiment affronter ça aussi et parler de cette société qui est devenue très très riche, richissime. Il y a des familles richissimes. Je ne suis pas envieuse, mais qui partagent quand même. On avait des gens riches aussi dans le temps, qui créaient les entreprises, Maïrich. Ils faisaient de la politique sociale. Ils étaient riches et en même temps, ils pensaient au futur de leur État et ils pensaient au logement, ils pensaient à l'éducation, ils aidaient à construire les sociétés sociales. Ça, je me dis, où sont ces gens riches ici à Luxembourg? Allons les chercher et allons qu'ils arrêtent de faire des déchets fiscaux pour qu'on ait l'argent pour faire des aides. Merci Ginette, je pense que ça couvre une partie des choses. Logement insalubre? Tu veux que je te dise quoi sur les logements insalubres? On ne peut pas les fermer, parce que si on les ferme, on va retrouver tout le monde dans la rue. Donc c'est pour ça qu'on les laisse ouverts. Alors pourquoi on ne crée pas une association qui s'occupe d'aller retaper les logements insalubres? Si on a vraiment envie d'en profiter de ces logements, ils existent. C'est vrai, mince. Enfin, je sais pas, mais je sais pas. C'est intéressant. Paul, beaucoup de critiques sur la ville. Ah, bah oui. Oui, on travaille quand même tous ensemble pour la ville. Hein, oui, voilà. Donc, mais c'est vrai, la ville est la ville. Et donc, c'est pas parce qu'on a choisi d'être la ville qu'on est la ville, mais on est dans une situation très particulière et unique dans le pays. Donc, et on rassemble donc beaucoup de questions qui ne se posent pas de la même manière dans d'autres communes. Pour revenir, donc, on peut bien sûr partager sur cela. Moi, je ne connais pas les détails parce que c'est vrai, donc il y a ce compartimentage un peu des responsabilités. Mais on peut bien sûr échanger sur ça, de suite, tout de suite disponible. Je me demandais seulement, je l'avais posé aussi à Ginette la question, si au niveau des familles moins aisées, il y a quand même au niveau du chèque service accueil, il y a, un échelonnage. Mais je sais que durant les vacances scolaires, on paye. Voilà, donc tout le monde ne paye pas la même somme. Et voilà, donc ça c'est vrai, donc on parle toujours de Vienne en tant que bon exemple, et c'est vraiment l'exemple, mais on parle toujours de Vienne, donc il y a Vienne, il n'y a presque pas d'autre ville qui a le même exemple que Vienne, oui peut-être oui, oui voilà, mais ce que je veux dire c'est que depuis beaucoup de temps ils ont fait une autre politique, ils ont gardé les logements, donc c'est la ville qui est propriétaire des logements. Nous, ici, en tout cas, en tant que ville, on a décidé, donc il y avait un temps lorsqu'on a mis les logements sur le marché, puis après, même sur des bails, les gens les ont vendus, on les garde, nous. Donc, on les garde pour avoir une certaine mise. Mais on est loin de ce que viennent. À titre juste d'information, la ville de Dublin a lancé il y a 8 ans un programme pour se rapprocher de la politique viennoise. Et en 8 ans, ils ont fait des avancées extraordinaires sur le logement social. Donc ce n'est pas impossible. Oh. D'abord, Jean-Baptiste, est-ce que ce serait intéressant d'échelonner les aides en fonction des besoins des gens? Il y a forcément un impact qui serait positif par rapport aux inégalités. Globalement, juste pour revenir sur la question des riches, il y a des riches au Luxembourg, il y a beaucoup de riches, aussi lié à la réussite du pays. Il y a aussi des classes moyennes qui globalement sont assez riches. Je pense qu'il faut quand même se rendre compte de ça, et c'est ça qui fait cette inégalité. C'est quand même plutôt on a la fonction publique, les salaires sont très élevés, les salaires des métiers qui sont dans tous les pays européens et où ils sont souvent moins bien rémunérés que ça. Dû à la réussite du pays encore, le travail de notre think tank, c'est de travailler à réfléchir la réussite du pays, alors sur des logiques aussi environnementales, sociales, mais aussi la réussite économique. Et le Luxembourg, c'est une formidable réussite. Je veux dire, il faut quand même s'en rappeler. Et
difficultés qu'on voit aujourd'hui, les difficultés de pauvreté qu'il faut affronter, contre lesquelles il faut lutter, elles sont souvent liées au modèle économique, à ce que le Luxembourg a été et comment est-ce qu'il est devenu prospère. Et juste pour rappeler, voilà, juste sur cette question des riches, que c'est beaucoup aussi la réussite de la classe moyenne de ce pays, et de la classe moyenne qui peut encore se loger dans ce pays. Et ça va faire le lien avec juste la question du logement et la question de Vienne ou d'autres. Mais aujourd'hui, le problème au Luxembourg du logement, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. C'est que ça fait 20-30 ans qu'on n'a pas construit assez de logements, parce que le pays n'a pas assez cru dans sa réussite. Le Luxembourg, c'est le pays qui a la plus forte augmentation de population en Europe sur les 30 dernières années. C'est absolument difficilement comparable aux autres États où il y a aussi des problèmes de logement. Et le fait que pendant très longtemps, en fait, on a rattrapé, il y avait des logements vides ou des logements qu'on pouvait redécouper ou détruire, reconstruire, et il y avait des solutions pour que les gens qui arrivaient puissent se loger. Et depuis 5-10 ans, c'est de moins en moins le cas. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont nées dans ce pays, qui vont habiter dans les pays frontaliers, ou qu'il y a des difficultés de logement. Et évidemment, il faut faire des choses pour les personnes, et on fait dans le logement abordable, il y a 2 milliards d'euros qui sont évoqués, il y aura peut-être moins qui sera dépensé par rapport aux possibilités de projet, mais il faut vraiment construire énormément. Et alors, est-ce qu'il faut revenir sur la Constitution? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un problème de politique nationale de logement dans le pays, qui est un problème historique, et qui en plus a été extrêmement heurté par la crise de Covid. On est dans une crise énorme aujourd'hui de confiance dans le logement, et il faudra résoudre ce problème qui n'est pas directement lié à la question de la pauvreté, mais qui a un impact très très fort sur la vie de tous les gens qui sont ici, qui sont à revenus modestes, et même une grande partie de la population. Oui, alors, j'aimerais rappeler à Paul Galles que dans le sigle de son parti, il y a quand même le mot chrétien et social, donc je respecte la gauche du parti CSV, mais j'aimerais le voir aussi plus à l'action et ne pas laisser les Frieden et compagnie aller juste vers l'économie. On a parlé ici d'une chose, et j'aimerais en revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est Paul qui en a parlé, que sa maman était à la maison, et que non, mais c'est très important, parce que ma maman n'était pas à la maison, et je l'ai ressenti. Hein. Ma maman travaillait plus de 12 heures par jour. Et elle a travaillé comme ça plus de 40 ans. D'ailleurs, j'ai eu du mal à la mettre en pension, elle ne voulait pas. Et c'est important. Mais alors, la question se pose, parce que je sais qu'on a déjà une fois lancé ce débat, c'est les femmes qui sont à la maison avec des enfants, est-ce qu'elles devraient avoir un salaire ? Ouais. Et ça, c'est aussi des choses qu'on ne peut pas parler, hein, parce que tout de suite, il y a des gens qui deviennent très crispés. Parce que c'est un travail, hein, je le rappelle. Et pour tous ceux qui ne veulent pas aller élever d'enfants, ben, je les invite à le faire, tout seul, et après vous verrez. C'est mon cas d'ailleurs. On a parlé de plafonner les loyers. Des villes l'ont déjà fait, comme Berlin. Dans certains quartiers, pourquoi pas. Et encore, j'insiste, c'est pas un rêve d'avoir un Tokyo ici à Luxembourg, mais pourquoi ne pas construire plus en hauteur? Et je vais vous donner un contre-exemple. La Suisse aussi avait, dans les années 80, des bâtiments résidentiels à 3 et 4 étages. Et là, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train, sur les bâtiments résidentiels de 3 et 4 étages, construire encore 3 étages. C'est pas la solution. Donc apprenons aussi avec l'erreur des autres. Parce que bon, pour un bâtiment qui a été construit pour soutenir 3 étages, on ne peut pas soutenir 6 étages. Il faut des fondations. Oui, exactement, les fondations n'ont pas été prévues pour ça. Donc apprenons aussi avec les erreurs des autres, pas qu'avec ce qu'ils font de bien. Et par rapport aux logements sociaux, il est important de savoir que pendant que des pays comme les Pays-Bas ou l'Autriche, ils ont des pourcentages très élevés de logements sociaux, à Luxembourg c'est 4%. Je pense qu'on peut faire mieux. Ah, et juste une question que monsieur a posée, c'est que oui, les émigrés les étrangers résidant à Luxembourg devraient pouvoir voter au Parlement. Et croyez-moi ça changerait tout de suite la donne. Bien sûr, on a eu déjà 2 tables rondes sur le sujet et c'est un débat qu'on soutient. Prochaine série de questions. Là. Ok. Juste pour reprendre cette question-là de la représentativité,
Paul Gallès est sans doute une exception à la Chambre des députés, puisqu'il n'est ni issu du monde journalistique, ni du monde des avocats. Je pense qu'il y a aussi une vraie question de la représentativité sociale des députés, déjà avant de penser à, je ne parle même pas de la question de la représentativité homme-femme non plus, qui est loin de la moyenne. Donc il y a aussi cette question d'avoir des représentants qui vraiment représentent l'ensemble des couches de la société au-delà de la question, de nationalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a différentes questions, différentes propositions qui ont été faites. Donc plafonnement des loyers, notamment. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la Chambre des députés de prendre une telle mesure? On a parlé des ratios de nombre de logements sociaux qui, de mémoire, est fixé par la loi. Qu'est-ce qui empêche la Chambre des députés, sans faire un plan, plus on les connaît, les plans luxembourgeois, il y a beaucoup de concertations, beaucoup de mesures, et après ça tombe un peu dans le vide. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la Chambre des députés de prendre une loi qui va dire il faut 30%, 20% de logements sociaux? Une question précise. C'est ça, mais les questions. Qu'est-ce qui empêche Je vais être sûr. On plafonne bien l'essence. Oui, moi je voudrais demander, là, il y a les chemins longs et les visions. Quand l'État pense qu'une urgence est une urgence, si nous disons ici c'est une urgence, alors on parle pour une urgence des pauvres, on ne parle pas d'une banque qui doit être financée par l'État, parce que là les chemins sont courts. Alors, jusqu'à quel moment on parle d'une urgence? Je ne suis pas avocat, mais il y a des lois. Il y a des lois concernant un état d'urgence. Et à quel moment vous croyez l'État... À quel moment ce moment est arrivé? Très bien, merci beaucoup. Une dernière question sur ce... Allez, je vous donne encore la parole. Ah, Franco, pardon. Vas-y, Franco. Oui, en fait, pour le logement, je me souviens, début des années 80, une étude qui a été faite par le ministère du Logement et qui disait qu'il manquait 35 000 logements au Luxembourg. Donc on est maintenant 45 ans plus tard et il manque toujours 35 000 logements. Donc est-ce qu'il n'y a pas une certaine imprévoyance de nos dirigeants politiques, de nos différents gouvernements par rapport à cela? C'est-à-dire que le problème ne date pas d'hier ou d'avant-hier, mais date depuis plus longtemps. Et l'autre question que je voudrais poser, on a parlé de sélectivité des aides sociales. Et pourquoi ne pas y aller, effectivement? Je veux dire, élever 4 enfants si on a un revenu de 5 000 €, ce n'est pas la même chose qu'élever 4 enfants si on a un revenu de 15 ou 20 000 €. Pour l'un, c'est vital, l'allocation familiale. Pour l'autre, ça permet d'aller au restaurant 2 ou 3 fois en plus par mois. Donc. Et je crois que la question de la sélectivité des aides est quelque chose qu'on doit se poser de plus en plus au niveau... Je sais que c'est une chose qu'on ne veut pas souvent écouter au niveau luxembourgeois, au niveau des politiques, mais c'est important. Comme c'est important de mettre un barème au niveau des... Pas un barème, une limite au niveau des loyers, comme c'est important de mettre des limites, des questions d'expropriation de terrain, on ne veut pas en entendre parler, mais c'est important. Alors qu'il y a des terrains qui sont libres depuis longtemps, qui appartiennent à des gens qui ne les utilisent pas ou qui attendent que le prix augmente avant de les utiliser, donc ils veulent faire de la spéculation. Je veux dire qu'un gouvernement qui a envie d'affronter toutes ces questions a les mesures pour le faire. Si on veut les affronter, on peut le faire. Ok. Comme je dois rester le gardien de l'heure, s'il reste l'une ou l'autre question, et alors j'aimerais qu'elle soit pas un commentaire générique, mais une question plus précise, je vous donne la parole parce que je ne reviendrai pas vers vous. Allez-y. Je ne sais pas où est le micro. Si je parle assez fort, ça va comme ça? Non. Je suis sourd. Je souhaiterais alors revenir sur les enfants. Oui. Et de rappeler
que même, enfin moi je suis assistante sociale, mais que je vois que certains enfants auraient juste besoin de loisirs. Ce que nous, en tant qu'assistante sociale, on peut considérer comme un luxe. Hein. Mais je vous parle d'aller au cinéma, je vous parle d'aller à des concerts, je vous parle d'aller peut-être à Disneyland, pourquoi pas avec ses parents. Parce qu'il y a des enfants qui ne font que des colonies de vacances si l'assistante sociale ou le foyer scolaire et l'éducatrice y pensent. Donc, je parle également, j'aimerais donc me diriger vers une pauvreté beaucoup plus enfantine parce que je pense que c'est celle qui touche à tout le monde, enfin, qui va nous toucher plus. Je parle de 24%. Je pense qu'on a compris la question et je ne vous coupe pas pour vous empêcher de parler, c'est pas ça le but, mais non, je suis quand même pressé dans l'ordre. On va reprendre dans un certain ordre. Je vais commencer par Paul, puis Alexandra, etc. Donc, je vais essayer de resituer un peu les éléments. Bon, Paul, tu es à la Chambre des députés et une des questions principales, c'est mais misère, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce qu'il y a besoin de faire? Le manque de majorité, c'est très facile. Mais donc la majorité, normalement, elle prend des mesures avec des arguments. Donc par exemple, de plafonner les loyers, c'est une discussion qu'on a eue. Et donc je sais que chez nous, de l'autre partie, il y avait donc, c'était négatif comme avis. Il y avait des raisons pour, par exemple, celle, si on a une approche plus économique, on ne va pas empêcher celui qui est propriétaire de l'appartement de le louer à un certain prix. Donc tu comprends très bien. Donc là, la majorité devrait changer. Mais je donne une réponse institutionnalisée et donc on peut vraiment, on peut élire, donc on peut voter à partir de cette question-là. Donc aux prochaines élections, dire mais quel parti est... Voilà. Mais ça, c'est une mesure qui est vraiment, je sais qu'elle fait partie des mesures qui sont les moins appréciées parmi ceux que je connais. Ok. Autre question, donc tu as la parole. Des enfants avec les parents qui pourraient faire des loisirs. Oui. C'est un élément qui rentre dans l'indicateur du risque de pauvreté, donc de ne plus pouvoir se payer un tel loisir, ça fait partie de cet indicateur. Donc, là, ce serait très difficile de bien définir une allocation pour loisirs. Donc, les allocations familiales devraient aider à pouvoir se payer ses loisirs. Donc, si, par exemple, on a le feedback sera celui de dire mais ça ne suffit pas. Donc, c'est une des questions que je vais poser à cette stratégie, si les allocations familiales en faveur des enfants seront suffisantes. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y avait des idées sur table que j'avais aussi proposées qui n'ont pas été retenues au moment où moi j'étais à l'opposition, d'augmenter cette allocation familiale. Voilà. Ciblée pour les enfants, oui, tout à fait. Ok, je peux pas ouvrir un débat maintenant à cette heure-ci. Alexandra, on est en urgence, on n'est pas en urgence par rapport à la pauvreté et qui le décide? J'aimais bien la question de monsieur. Quand est-ce que le gouvernement va décider qu'on est dans l'urgence? Pour moi, ça fait longtemps qu'on y est. Hein. Oui, on y est. Mais je me demande... je sais pas, pourquoi il y en a qui le voient tellement et pourquoi il y en a qui le voient pas? Pourquoi il y en a qui veulent pas le voir? On a peur de quoi? On a peur, mais je pense qu'on a raison d'avoir peur. Il faudrait qu'on ait encore un peu plus peur parce que si on a peur, on va réagir. Il faut qu'on agisse. Sélectivité sociale des aides. C'est revenu plusieurs fois. Et au niveau de l'office social, ou au niveau des services sociaux, est-ce que ce serait une mesure? Alors tout à l'heure, il disait ça aiderait. Moi, je pense qu'il faut avoir un revenu qui te permet de vivre. Ça, c'est une chose. Et si ce revenu peut venir du travail, parce que tu es capable de travailler, ce sera ton salaire. Si tu n'es pas capable de travailler, soit ce sera un revenu de remplacement de la sécurité sociale, ça c'est dans le meilleur cas, ce serait alors l'assurance maladie ou invalidité ou je ne sais pas quoi. Si vraiment tu as eu beaucoup de problèmes et que tu as droit à l'aide sociale, on a la possibilité aussi d'avoir un revenu. Donc il faut déjà avoir une base pour vivre. Elle n'est pas...
je t'avais donné l'exemple au début que ce couple-là, il pourrait avoir plus, si la femme restait à la maison, il pourrait avoir plus, mais ce serait des assistés. Tandis qu'avec le salaire qui est moins, ils ne sont pas des assistés. Et c'est ça qu'il faut aussi se dire. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des personnes assistées ou est-ce qu'on veut revenir dans cette société luxembourgeoise où les gens sont capables de vivre sur base de leurs revenus? Le revenu qui crée un droit personnel, qui ne les mène pas dans le système de l'aide sociale. Et puis, subsidiairement, suivant la situation dans laquelle on se trouve, il faudra des aides. Hein? Et ça, c'est à définir. Et mais je pense que l'important, c'est d'avoir une base qui te permettra de vivre. Et si tu n'es pas propriétaire d'un logement, il faudra, et on revient, il faudra avoir des logements abordables qui permettent qu'avec ton revenu, tu puisses vivre. Alors, dans le logement, Jean-Baptiste, plafonnement des loyers, bonne idée, mauvaise idée? J'avoue que c'est pas le thème sur lequel j'ai le plus travaillé, et je préfère pas dire des bêtises par rapport à ça. Je veux juste un petit point sur les allocations familiales. On a lors de la dernière réforme, donc on a modifié l'allocation familiale, on a supprimé le fait qu'il y ait une différenciation entre le montant et le même maintenant pour chaque enfant. Ce qui est forcément et pas forcément relatif à la réalité de quel est l'impact d'avoir un enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. Et sur un aspect plus macroéconomique, le Luxembourg a des pensions relativement généreuses. Elle le doit au fait qu'il y a eu cette formidable démographie et croissance économique. Elle peut le maintenir normalement, à moins qu'on ait des très bonnes nouvelles en termes de productivité et de robotisation, sur le fait qu'il y a plus de personnes dans ce pays, soit par l'immigration, soit par l'enfance. Et aujourd'hui, le nombre d'enfants par femme a baissé ces dernières années. Donc les politiques familiales, c'est ce qui permettrait, en tout cas en partie, de protéger les pensions, en tout cas, pas forcément à court terme, mais d'ici 20, 30, 40 ans. Ok. José Louis. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien compris Paul. Donc, le parti majoritaire n'est pas majoritaire. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul, mais il est majoritaire. Mais j'aimerais quand même répondre à la question du monsieur, puisque Paul ne l'a pas fait, et je pense que c'est ça le problème grand dans la résolution des logements, c'est que les communes, même si le gouvernement, il l'a déjà fait, un pacte logement 1, un pacte logement 2009, pacte logement 2.0, il peut faire tous les pactes qu'il veut logement. Si les communes sont souveraines par rapport au logement, elles vont faire à leur tête. Donc on n'a pas de levier pour, ou est-ce qu'on a un levier pour dire aux communes, il faut le faire, et pas juste faites-le si vous voulez, hein, parce que de toute façon, le pacte logement, c'est optionnel. Et donc, décréter une urgence nationale de la pauvreté ou du logement, est-ce que ça sert à quelque chose si les communes sont souveraines par rapport à ça? Donc voilà, c'est ça la question. Monsieur Paul Gallès secoue la tête en disant non, donc c'est vraiment ça le problème. Donc il faut contourner ce problème. Et donc, le contourner, c'est changer la Constitution, parce que le Luxembourg ne peut pas se permettre plus de pauvreté, un manque de logement défaillant qui va mettre en question toute la société. Et ça, c'est juste... Je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas alarmiste, mais je vois les choses se détériorer d'année en année. Et moi, je dis toujours que je suis un immigré, mais aussi luxembourgeois, j'ai pris perpète tant que je reste à Luxembourg. Et je pense qu'il y a quand même des solutions, beaucoup de solutions. Écoutez, je ne peux pas relancer un nouveau débat. Non, il est 21h moins 1, il est 21h01. Donc, en principe, on va aller tous boire un verre, mais non, etc. Merci à tous.